Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. On attend un petit peu que ça se connecte comme d'habitude. Bon, je crois que je vais me fumer ma clope quand même devant l'écran. Excusez-moi. Tu m'as énervé, Nicolas, avec la cigarette. On n'est Désolé, pas dans le truc, hein. désolé. Toi, t'es pas fumeur, Alain. Si, j'ai arrêté il y a 4 ans. Waouh, waouh, c'est super. Mais bon, ça va, là, du coup, comme avec Ah, mon c'est problème au bien. cœur, ils m'ont fait passer une radio des poumons à l'hôpital. Apparemment, j'ai les poumons qui sont nickel, donc ça va. Ah là là, Ah, faire des super, J'ai fumé que super. 20 ans, si tu veux. J'ai commencé à 42 ans, moi, à fumer, tu vois, donc. Hein? Ok, ok, c'est cool. Mhm. Bonsoir tout le monde. Donc, nous voilà. Donc, on est avec Nicolas de BEA, euh, qui va nous présenter. Il va déjà nous présenter les cyanos et les dinos. Enfin, on les connaît un petit peu, ces saloperies. Et après, il va nous donner un guide de gestion qu'il a élaboré pour lutter contre ces pestes. Voilà. Donc en haut, vous avez Alain Torté, vous le reconnaissez, l'ancêtre. Et en bas, vous avez Nicolas. Ah non, vous avez rien du tout d'ailleurs. Vous voyez que l'intervenant. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, et donc après la présentation de Nicolas, on fera des questions-réponses. Buonasera, Francesco. Oula, il y a des Italiens aussi. Ouais, il y a Francisco Avezzano. Ah, je le connais. Avezzano. Je le salue beaucoup. Ciao, Francesco. Bon, ils arrivent, les gens, là, petit à petit. Il y a Michele Bandito. Dito, oui, oui, oui. Wow. Il y a Mario Saviano. Je me rappelle pas tous les noms, ils sont vraiment beaucoup. Ils sont beaucoup les passionnés en Italie et on parle avec beaucoup de personnes tous les jours. Ouais. Bon, bah, Mm. si tu veux, tu commences quand tu veux, hein. Ok. Donc, Nicolas nous fait la presse, et puis après, questions-réponses. Profitez-en, on a Alain, on a Nicolas, deux grands spécialistes. Voilà. Mm. Bon, et je pars. Alors, c'est une petite présentation, rien de trop scientifique, rien de trop technique. C'est comment nous, on gère ces pestes fastidieuses qui sont les cyanobactéries et les dinoflagellés. Bon, je vous ai fait un petit PowerPoint. Heureusement, Clémence m'a aidé parce qu'on l'a fait, on est rentré à la maison à 18 heures. De 18 heures jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je suis en retard et je m'excuse à nouveau. C'est Je très gentil. m'excuse aussi. C'est très, très gentil. Et je m'excuse aussi si dans la présentation, j'ai sûrement oublié des trucs, Mais mais on Alain, allait vraiment. Alain, est-ce que Alain a le droit d'intervenir dans la présentation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Non, je sais pas. Avec On n'est pas plaisir. obligé de couper la parole, je peux intervenir juste après quand même, hein. Enfin, je pense pas Donc, qu'il y ait de grosses bêtises de toute façon, donc je me fais pas de soucis, hein. bon, n'hésitez pas, hein, parce que je parle beaucoup à répétition, c'est même lourd après un peu. Donc, si vous voulez, interrompez-moi. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Bon, et ça, c'est une petite photo du golfe d'Aden en pleine explosion de cyanobactéries dans l'eau. Donc, avec toutes les conséquences terribles que ça porte. En guide de gestion pratique selon le protocole BA. Bon. Introduction. Ah, là, je dois un peu vous pousser sur l'écran, sinon je vais pas vous. Ok, désolé, les gars. Ok. Introduction. Cyanobactéries, ça, c'est ce qu'on va plus ou moins voir dans cette soirée. Je vais essayer d'aller vite parce que l'argument est extrêmement vaste, donc je vais essayer de courir un peu. Et n'hésitez pas à me freiner, à me rappeler, à me taper sur la tête si Là, j'exagère. déjà, Nicolas, il y a un des membres qui dit 4 jours de protocole BEA et plus de cyano. Merci à Ah, l'Italie. Merci à je suis l'Italie. content. Je suis content. Et déjà, 4 jours, c'est cool, hein, parce que, je répète, on n'utilise pas de biocides. Donc, normalement, c'est une petite semaine, au moins une petite semaine. Ça peut arriver à 2 semaines, même un mois, si on n'y travaille pas bien derrière. Mais quand même, normalement, on résout, en 90% des cas, on résout.
Bon, je vais vous faire une petite introduction des cyanobactéries dinoflagellées, vous dire quelques fun facts vraiment stupides. Les causes de bloom des des dinoflagellés en aquarium. Une identification microscopique qui est la plus importante toujours, et une identification macroscopique. Les risques et les conséquences d'un bloom éventuel dans l'aquarium, qui peuvent être même très graves, et qu'on essaiera d'éviter. Et le protocole de gestion BA contre les cyanobactéries dinoflagellées est une gestion des exemples pratiques de gestion et résolution, donc pour transformer ça en action, disons. Alors, introduction aux cyanobactéries dinoflagellées, un peu de random facts, fun facts. Bon, les cyanobactéries, on sait, ils ont été les premiers organismes colonisateurs qui ont effectué la photosynthèse oxygénique sur la Terre. Bon, ils sont ici depuis 2,5 milliards d'ans, donc vous imaginez bien, mais vous les connaissez sûrement, vous imaginez bien qu'ils sont vraiment très résistants, très robustes. C'est des pionniers des environnements extrêmes. Et la photosynthèse oxygénique, c'était qu'eux, simplement, ils balançaient de l'oxygène comme catabolite, donc comme résidu de leur métabolisme. Et ça, c'était un poison pour tous les autres. Donc, déjà, la première fois qu'ils sont arrivés sur Terre, ils n'étaient pas du tout gentils. Ils sont arrivés, ils ont éradiqué tout ce qu'il y avait. Et ils ont fait donner les bases pour un nouveau monde, celui actuel. Bon, et je rappelle aussi que le phyto est le plus grand responsable de la production d'oxygène sur Terre. Et la forêt amazonique, c'est de la rigolade presque. Bon, c'est des pionniers d'environnement extrême, on les retrouve partout, dans des sources d'eau chaude, thermales, partout, vraiment partout, partout. Dans la glace encore vivant. Ils font de la fixation d'azote gazeux, donc c'est très intéressant pour les écosystèmes, parce que quand même, ils arrivent à remettre dans la chaîne un nutriment qui ne serait pas utilisé, parce qu'en tant que gazeux, et ils font beaucoup de recyclage de nutriments, donc ils sont très intéressants ils sont fondamentaux pour l'écosystème, les écosystèmes. Ils ont une énorme résistance, comme je vous disais, c'est des pionniers à la déshydratation. Ils font des cellules qui s'appellent akinettes, que c'est comme des cystes comme des kystes de résistance. Mais c'est en réalité, c'est un truc vraiment très primitif, mais qui fonctionne, qui marche vraiment très bien. C'est des cellules qui changent, je ne vais pas vous la faire là. Et ils peuvent être endosymbiontes de plein de trucs. Mais il y en a vraiment beaucoup d'espèces connues déjà. Endosymbiote, ça veut dire ils vivent à l'intérieur d'un organisme. Oui, à l'intérieur d'un organisme, en faisant une symbiose réciproque, le cas le plus éclatant, le plus connu, c'est les lichens. Les lichens, c'est une symbiose entre une cyanobactérie et un champignon. Donc, bon, ils ont colonisé, sortis de l'eau, ils ont colonisé les roches en bouffant de la roche sans besoin de vrais nutriments. Donc, c'est des organismes vraiment, vraiment, vraiment pionniers, des colonisateurs vraiment forts. De l'autre côté, on a les dinoflagellés, avec eux aussi plus de 2000 espèces identifiées. On en estime sur 2005-3000. On estime, mais c'est des estimations qui valent moins que rien. Ils peuvent avoir infini métabolismes différents. Ils peuvent être autotrophes, donc se suffire de la lumière, faire de la photosynthèse. Hétérotrophes, donc avoir besoin de molécules plus complexes pour les assimiler. Mais ils peuvent même faire de la mixotrophie. Donc, hétérotrophes, ils peuvent même être des prédateurs. Et mixotrophes, ils peuvent faire de la mixotrophie, utiliser un peu l'autre, survivre même si on leur balance des bombes. Ils peuvent être pathogènes, parasites. Il y en a qui sont, par exemple, des parasites du gut, du premier trait digestif des copépodes, de certains copépodes. Et il y en a qui peuvent être des pathogènes de poissons, de tout. Mais il y en a aussi de symbiontes, comme vous connaissez très bien les symbiontes des corodures des espèces, c'est des dinoflagellés. Les, Eux les, aussi, les oxantelles sont des dinoflagellés. exact, les oxantelles, oui, c'est des dinoflagellés, des Ah oui. maudits dinoflagellés. Oui, 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 maudites. Bon, eux aussi, c'est des organismes pionniers. Vraiment, c'est les premiers qui arrivent à conquérir, surtout dans notre secteur, dans l'aquarium. Les aquariums nouveaux, c'est vraiment la première chose qui peut arriver. Eux aussi, ils peuvent faire des kystes résistantes. C'est différent par rapport aux akinettes des cyanos, mais ça se rapproche. C'est un peu plus technologique, disons. C'est des organismes
C'est des organismes unicellulaires qui peuvent bouger avec des flagelli, je ne sais pas quel est le nom en français, désolé, Ouais, mais des flagelles, ouais, flagelles. des flagelles. Et donc, c'est quand même beaucoup plus évolué que les cyanobactéries. Et en dernier, mais pas par importance, ils sont fréquemment très toxiques, que ce soit de l'allopathie, donc une guerre chimique pour prendre de la place, ne pas se faire manger par les prédateurs, ou que ce soit simplement, oui, normalement c'est ça, c'est de la guerre contre les autres organismes. Mais ils sont très toxiques, ils peuvent être très toxiques, et pas seulement pour les animaux, même pour l'homme. Bon, principale cause d'un bloom de cyanobactéries en aquarium. Ça peut être, généralement, ils ne sont pas en ordre. Donc, j'ai essayé un peu de les mettre en ordre, mais sûrement, j'ai fait des erreurs, on a vraiment couru. Donc, l'excès de nutriments, ça peut être une des causes qui mène à une explosion, une floraison de cyanobactéries. Et certains nutriments, mais plus, comme j'ai écrit après, le déséquilibre entre eux, donc entre azote, phosphore et carbone. Disons que le carbone, en général, je dois faire beaucoup de simplification parce que vraiment, il est vraiment énormément vaste, l'argument. Mais le carbone, c'est un très bon fuel, un très bon engrais pour les cyanos. Donc, généralement, le carbone, c'est une des premières choses qu'on interrompt si on fait des dosages de carbone dans l'aquarium pour réduire, par exemple, le nitrate et phosphate, c'est une des premières choses qu'on interrompt. Mais en général, plus générique, un déséquilibre entre eux. Un déséquilibre bactérien, donc des populations naturelles, du microbiote du système. Les cyanobactéries, du nom, c'est des bactéries en réalité, c'est pas des algues, même s'ils ont été appelés en italien, elles s'appellent algues berthe bleues, mais c'est des bactéries. Même s'il y a encore une bagarre ouverte entre c'est des bactéries, c'est des algues, même si ceux qui disent c'est des bactéries ont gagné. Désolé si je vous la fais vraiment terre à terre, hein, mais Non, non, c'est mais pour, c'est très très bien, c'est très très bien. okay, c'est pour le rendre Là, plus. là, tu parles de déséquilibre azote, Oui, phosphore, carbone. oui. Est-ce que dans ton esprit, le rapport de Redfield est pertinent dans un aquarium marin? C'est un univers, vraiment un univers. Le rapport de Redfield n'a pas été étudié pour ça et n'indique pas ça. Mais en D'accord. même temps, c'est vrai qu'il y a des rapports entre les nutriments qui peuvent faire prédire des blooms, des éventuels blooms. On sait déjà, par exemple, que une carence en azote, une carence constante en azote, avec un petit excès en phosphore et une présence constante de carbone, et ça c'est toujours présent, et pousse à une éventuelle floraison des cyanobactéries, simplement parce que les autres organismes autotrophes et phototrophes qui voudraient utiliser de l'azote pour faire des acides aminés, des protéines, pour faire de la viande, de la chair. Désolé si les termes ne sont pas techniques, c'est pas ma langue, désolé. Mais ceux qui voudraient utiliser donc de l'azote n'en trouvent pas dans le système et ils vont en déficit d'azote et c'est comme une plante, tu lui donnes pas à manger, elle fanit, elle meurt. Alors que les cyanobactéries, on peut faire de la fixation avec leur organule cellulaire, on peut faire de la fixation d'azote atmosphérique. Il suffit ils peuvent le récupérer l'azote même si on n'a pas dans l'aquarium. Donc, généralement, c'est toujours l'aquarium, enfin, c'est mon avis. L'aquarium est toujours un équilibre naturel et qui a toujours des compensations automatiques. Du genre, les cyanobactéries, en réalité, ce n'est pas un vrai problème. C'est juste une compensation du système. Il y a trop peu d'azote, il y a besoin d'un organisme phototrophe qui fasse de la biomasse, qui recycle les nutriments. Il y a trop peu d'azote. Et les autres espèces du périphyton, donc toutes les algues qui couvrent les roches, ne peuvent pas, ou même dans le système, tout le monde est un peu en difficulté parce qu'il lui manque un nutriment et lui, il prolifère parce qu'on a une tonne. Mais c'est juste une correction du système. Le système fait autonomement ses corrections selon Oui. les balancements. Oui. Moi, il y a longtemps, on avait discuté cyano, et moi j'avais dit que les cyanos, c'était un médicament naturel de l'aquarium, en fait. En réalité, oui, Eric, je suis tout à fait d'accord dans le sens que tout ce qui se passe dans l'aquarium est une correction que la nature, parce que quand même on a un petit mésocosme en boucle, que la nature exerce sur elle-même. Lui, il sent un débalancement, il va pousser sur un truc, sur un autre. Un truc qui est assez classique de ce que tu as dit, le médicament pour l'aquarium, un truc qui est assez classique, c'est tu fais du poisson en monoculture, en super intensif, il y en a des tonnes de la même espèce, il y aura un moment un pathogène qui va venir les éradiquer tous.
baisser la population. C'est juste une correction qu'elle fait parce qu'elle dit, ben, les gars, vous êtes trop là, il y a un excès, on doit se rebalancer, il doit y avoir une bonne proportion, vas-y, éradique-les. Donc, oui, les cyanons, c'est juste une correction que le système applique à soi-même. Oh, c'est pas une correction, c'est pas que l'aquarium est conscient, c'est pas une correction forcément bénéfique parce qu'après, ça porte à la mort. Mais si on veut un aquarium plein de vie, ben, si tu les laisses proliférer les cyanons, excusez-moi, ça va devenir philosophique si je continue. Ouais. Ah ouais, non, Bon, j'ai compris, ouais. c'est des corrections en tout cas. Bon, donc un déséquilibre bactérien parce que c'est quand même des bactéries, donc et ils sont en relation avec beaucoup de choses, mais c'est des bactéries. Donc un déséquilibre bactérien, c'est typique qui porte une explosion de cyanobactéries. Une carence de compétiteurs et de microphones, donc de compétition qui peut être, dans le cas de la microphone, par exemple, une prédation active ou un placement dans les niches biologiques libres. Et je l'ai écrit en bas, désolé. Mais même une carence de compétiteurs qui peut être vraiment des compétiteurs sur l'absorbement des nutriments qui sont en excès. Comme je vous ai dit, ça peut être même dû juste à un excès de nutriments. Il y a une tonne de nutriments, eux, ils sont très efficaces à les convertir en biomasse, ils utilisent même la lumière, donc c'est eux qui viennent. Brassage et illumination, elles ne sont pas en dernière par importance, mais c'est simplement qu'elles sont communes à tous et que je les considère un peu un truc que oui, ils font un bon brassage qui tienne en suspension les particules le plus possible dans l'aquarium et en même temps, il faut une illumination correcte avec un spectre correct. Exagéré dans les rouges ou dans les verts, ça peut causer des proliférations d'organismes indésirés, mais quand même, c'est nous en même temps qui les aidons si on ne prédispose pas l'aquarium dans la façon la plus correcte. Ouais. Alain, t'as quelque chose à dire? Tu suis ou tu t'endors? Non, 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 mais non, bah, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, ça n'y a pas de problème. De toute façon, on est tous les deux biologistes, donc on va pas avoir des conclusions différentes, hein, mais c'est exactement ce que j'avais dit aussi pour le rapport de Redfield. C'est fait pour l'océan, c'est pas fait pour l'aquarium. C'est tout à Oui, fait. oui. Là, on est 100% d'accord, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas un truc fait pour l'aquarium, oui. Et les cyanos, effectivement, c'est un déséquilibre. Le problème, si tu veux, d'un aquarium, c'est que dans la nature, enfin, au niveau de la planète, c'est comme si tu avais des milliers de refuges différents, avec chaque refuge un compartiment différent qui fait que ça marche très bien. Alors que dans l'aquarium, bah, si on rajoute un refuge, c'est pour essayer de faire ça, bah, il faudrait aussi plusieurs refuges. Un refuge obscur avec des éponges, un refuge avec des algues, et là, on arriverait à faire un truc qui ressemble un peu à la planète. Oui, Mais, enfin, de super. loin. Mais, Super, je suis totalement d'accord, oui, oui. et sur la côte, bah, on pollue, donc bah, le grand refuge, c'est la pleine mer qui renouvelle, qui rapporte un peu d'eau propre de temps en temps pour nettoyer la merde qu'on a foutue. Sauf que là, on la fout même en haute mer, la merde, donc là, ça devient compliqué, là. Ok. Je suis totalement d'accord. Là, On j'en fout des profite attaques. pour saluer Alain Dudé qui regarde, qui est toujours fidèle au Oui, poste. Alain! Salut Alain, salut! Donc, bah, Et- l'aquarium, ça pardonne moins d'erreurs que à qu'à l'échelle de la planète. Pour à l'échelle, de la planète, ça le fait aussi parce qu'on est 8 milliards, ça commence à faire beaucoup en pollution, mais si on était ne serait-ce qu'un milliard, il n'y aurait pas de problème. Absolument, absolument. Il faut une petite guerre, elle arrive. Oh Non, 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 ouais. non, Voilà. pas de guerre à moi, on m'envoie tout de suite. Ouais, en plus, non seulement moralement, c'est pas bien, mais en plus, c'est même pas la peine puisque notre taux de fertilité descend et plus on devient riche, moins on fait d'enfants. Donc, le problème, c'est que il suffit de résoudre la pauvreté et puis il y aura pas trop de monde. C'est pas la Oui, peine d'être oui, méchant, c'est pas compliqué. c'est vrai. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Ah, bien sûr, c'est vrai. Ok, Nicolas. Alors, oui, alors, ça c'était Bloom de cyanobactéries. Bon, Boom de dinoflagellés. Bloom, c'est floraison. Bon. Bloom de dinoflagellés, c'est plus classique qu'il se manifeste en cas d'extrême carence de nutriments. Donc, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas d'azote, il y a nitrate zéro, phosphate zéro, vraiment tout à zéro. Et eux, c'est des pionniers. Eux aussi, ils sont super robustes, ils sont très forts, de très bons collinisateurs. Ils peuvent faire plein de trucs différents pour assumer des nutriments qui ne sont pas disponibles dissous dans l'eau. Et donc,
comme je vous ai dit, ils peuvent avoir plein de métabolismes différents. Donc, ils peuvent être autotrophes, mais ils peuvent faire de l'hétérotrophie tranquillement. Donc, de la mixotrophie, faire un peu des deux. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que c'est un des premiers trucs qui arrive. Ça peut arriver en cas d'excès de filtration. Je sais que ça semble stupide, mais excès de filtration, chez nous, on a un peu ce problème avec les nouvelles technologies, les nouveaux écumeurs, les nouvelles technologies liées à l'écumage, mais même les nouvelles technologies tout court pour l'aquarium qui ne sont pas celles d'il y a 25 ou 30 ans. Et oui, OK, là, on a des difficultés à maintenir des nitrates dans l'aquarium, alors qu'une fois, c'était la foire aux nitrates. C'était, ah, moi, j'ai les nitrates plus de 50, moi, je les ai plus de 100, hors échelle. Aujourd'hui, les gens dosent du nitrate et du phosphate dans l'aquarium parce qu'ils n'en ont pas. Donc ça, c'est un truc qui peut arriver très souvent, c'est fréquent. En même temps, l'utilisation de biocides, donc de trucs je vais pas faire de nom de médicaments, mais tu as un organisme, une peste, tu doses un médicament. Ce médicament, OK, il a une action directe contre la peste, mais il scombuscule, il détruit un peu tout l'équilibre qui a été créé. Donc, il va y avoir plein de niches qui vont s'étendre parce que touchées par le médicament, par le biocide. Médicament, c'est un terme très moche pour rappeler un truc qui tue les trucs médicaments. Bon, Ouais. donc, par le biocide. Et chez nous, on les appelle médicaments, c'est pour ça. Toutes mes erreurs, c'est des expropriations de l'italien au français. Excusez-moi, mais Non, mais attends, sûrement j'utilise des termes qui sont... j'aimerais bien parler italien comme tu parles français, hein. Bon, l'autre fois, Clémence m'a fait noter que j'ai dit bicyclette, alors que vous dites vélo. Et bicyclette, pour vous, ça doit être un truc vraiment... c'est Non, quoi? non, on dit bicyclette aussi, mais bon. OK. C'est un peu vieux, mais bon. Voilà, mais bon, c'est de mon âge. Non, alors, OK, c'est bon. C'est jeune encore. Voilà. Bon, alors, excès de filtration, usage de biocides, instabilité de l'aquarium, donc typique des aquariums nouveaux à peine partis où il y a une instabilité des paramètres physiques, chimiques très forte, et en plus, des fois induite par l'homme qu'il ne met pas l'illumination, il fait partir l'aquarium, ou il met l'illumination, il n'a pas encore mis le sable, ou il a mis les roches, bon, des trucs un peu pas bien étudiés, fait un peu comme ça à la va-vite. Déséquilibre algal aussi, parce que c'est quand même une guerre entre elles, une carence de microphones, une carence de compétiteurs qui occupent physiquement les niches biologiques, voilà, je l'ai écrit après, qui occupent physiquement les niches biologiques libres. Un excès de nutriments, même si c'est plus rare, dans mon expérience, c'est plus rare, des dinoflagellés, mais même là, dinoflagellés, il y en a une tonne, il y a une tonne de conditions, de possibilités. Il y a une tonne de possibilités, donc oui, c'est plus rare, mais ça peut être. Brassage, illumination, comme je dis avant, ça c'est des trucs qu'il faut avoir en place bien dès le début. C'est pas qu'ils sont pas importants, c'est qu'ils sont fondamentaux. Il faut un bon brassage, il faut une illumination avec un spectre correct. Les bonnes heures et tout. Parce que aussi, ça, j'ai vu différentes fois des personnes qui, pour avoir l'aquarium illuminé quand ils partaient du travail et quand ils revenaient, ils faisaient des genres de 14, de 16 heures. Donc, oui, OK, ça, c'est pas bon pour l'aquarium. Après, il y a plein de techniques, plein de routes pour arriver aux objectifs, mais normalement, disons, dans la route un peu plus standard, on considère normalement une 10, 12, 14 un peu limite. Bon. Ouais. Identification. Oui. Alain, tu as quelque chose à dire Oui. sur les dinos? Bah non, non, je te dis, il n'y a pas de problème. Tu peux revoir toutes mes interventions précédentes. C'est exactement ce que je disais, effectivement, hein. Ça Okay. supporte le stress oxydatif, les dinos. Donc, effectivement, si on éclaire trop, on va aussi les favoriser parce qu'on va flinguer les autres, tout simplement, hein. Oui, oui, Donc, oui. c'est pour ça que la lumière aussi en intensité, c'est important pour les dinos qui supportent beaucoup plus de choses. Enfin, les dinos, les cyanos d'ailleurs, hein. Ils Oui, supportent aussi aussi. du V, un tas de trucs que ne supporteraient pas les autres algues. Absolument, oui. Ok. Tiens. Ah, mais je me sens en faute de ne pas avoir vu les interventions précédentes parce que j'aurais pas répété trop de trucs. J'aurais été peut-être un peu. Non, non, bah, Allô? putain, moi, j'ai fait aussi 50 vidéos avec Océan Passion 1.0. Donc, si tu veux écouter les 50, ça prend Non, du temps, hein. mais de toute façon, il faut répéter, toujours répéter, répéter, De répéter. toute façon, oui, effectivement. Ouais. Et puis, de toute façon, il y a des nouveaux qui viennent. Donc, pour les débutants, il faut bien répéter aussi de temps en temps les bases. Puis, Oui, les bases, en plus, faut pas hésiter à répéter parce que les bases, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Après, on
on tire des mauvaises conclusions parce qu'en fait, on s'est pas rendu compte qu'on a oublié une base. Et le problème vient de là, en fait. Il faut pas toujours chercher des trucs très compliqués. Souvent, Absolument. c'est pour ça que quand on est routinier, c'est vrai que c'est casse-pied d'avoir des gens routiniers parce qu'on s'ennuie peut-être un peu, mais en fait, c'est bien d'être routinier quand on a un aquarium parce que ça évite de Oui, bien des bêtises. Quand on met tout le temps les absolument. mains dedans, c'est pas pour changer. Dès qu'il y a un truc, changer tout. Il faut d'abord faire une maintenance régulière et déjà, c'est un bon départ. Absolument, je suis totalement d'accord au 100% avec tout ce que tu as dit. Les mains dans les poches, on dit ici. Les mains dans les Voilà. poches. Et les deux Oui. yeux ouverts Et les pour deux observer. yeux ouverts. Voilà. Oui. Bon, OK, je switch. J'y vais. Identification macroscopique. C'est un peu dur, mais ça, c'est vraiment un truc pour les novices. Désolé, hein, je vous ennuie avec ces choses un peu. C'est juste répéter, comme vous avez dit. Cyanobactéries, ils peuvent avoir plein de couleurs. Il y a plein d'espèces différentes. Même la même espèce peut avoir différentes couleurs selon plein de trucs. Donc, l'identification macroscopique, c'est un peu des amas gélatineux qui poussent sur le sable, sur les substrats, tendent à suffoquer les animaux. Ils ne tendent pas trop à se coller sur les coraux, sur les espèces, pas trop. Ça, c'est plus typique des dinoflagellés. Mais quand même, ils font des amas gélatineux qui couvrent un peu tout. Et bon, il y en a plein de types, plein d'espèces différentes, des noirs, des bruns, des violets, des rouges, des verts, même si les plus communs, c'est des rouges, des lignes, des oscillatoires, des rouges ou des violets. Il y en a vraiment plein de types, plus ou moins agressifs, plus ou moins fastidieux. Dinoflagellés, et c'est un peu plus simple à identifier parce que quand même beaucoup d'eux font des bulles qui restent piégés dans leur matrice muqueuse gélatineuse. C'est un truc que même les cyanophons font, mais qui est vraiment très, très, très évident dans le cas des dinos, parce que des fois, ça forme vraiment des petits fils avec juste une petite bulle en tête et qui flottent dans le courant. Et c'est vraiment un truc très typique des dinos, ils font Euh, ça. Nicolas, tu peux dire à Michele Mandito que quand la vidéo sera sur YouTube, elle aura accès à la traduction automatique en italien, parce que là, je peux pas la mettre. Ok. Michele praticamente dice che quando il video sarà pubblicato su YouTube ci sarà la traduzione automatica in italiano e che qua in diretta non si può fare. Quindi qua purtroppo ragazzi che ci guardate dall'Italia in questo momento è tutto in francese, però poi da YouTube lo vedrete con la traduzione. Grazie mille. Prego, prego, obligé. Et Comment ça bon, se fait qu'en italien, ce que tu as dit, ça prend 2 fois plus de temps? On aime bien. C'est ma faute, je parle trop. C'est ma faute. Je voulais pas le dire, mais Oui, je résume pas. Je sais pas résumer vraiment, les gars. Je parle trop, désolé. pourtant, normalement, en parlant en plus avec les mains, ça devrait aller plus vite. Ah on devrait prendre la moitié du temps, oui. Oui. Ok. Alors, j'étais... Ah oui, Bon, on a nos moutons. et identification macroscopique. Il y a une petite technique pour les dinoflagellés, probablement vous la connaissez, mais comme Eric a dit avant, c'est toujours bien de répéter, ou peut-être toi, Alain, tu l'as dit, bon, enfin, c'est mieux de répéter, toujours mieux de répéter. Une des techniques, c'est prendre avec une pipette un peu du panicule de la gélatine et algale. Ça, c'est par exemple pour comprendre si c'est des dinos ou des diatomées. Les dinos, généralement, sont marrons. Donc, si vous voyez déjà du marron avec des bulles piégées dedans, 80% c'est des dinos. Et si après vous voyez des effets toxiques sur les animaux, ben après il y a plein d'autres petits trucs qui vous font comprendre que c'est dinos. Mais un truc qu'on peut faire, c'est prélever un peu de cette mucilage, de cette gélatine, la mettre dans un petit verre, bien la secouer, et puis la poser 10 minutes. Si après 10 minutes, quand vous revenez, elle s'est à nouveau réagglutinée toute, et ça fait à nouveau des filaments, un amas unique, ça, c'est très probablement du dino, de l'ostréopsis. Ils adorent faire ça, même du prorocentro, ils adorent faire ça. Se remettre ensemble, se recoller entre eux avec leur gélatine, ces glycanes qu'ils produisent, ils adorent se recoller entre eux. Si, quand vous revenez, le panicule gélatineux est en 1000 pièces de poussière et vous n'arrivez pas à voir des grumeaux de gélatine, généralement, c'est plus typique ça des diatomées, par exemple, parce qu'elles n'ont pas trop envie de faire ça. Alors, les diatomées,
Elles peuvent être en même temps en une sorte de consortium très vaste avec des dinos, des cyanos et plein d'autres organismes différents. Però disons que s'il y a une très forte infestation, on s'en aperçoit, on comprend, parce que quand tu les secoues très fort, ça s'époussière, ça s'émiette, ça devient de la poussière invisible, et après, ça se réagglutine après 5-10 minutes max. Ça, c'est un petit truc pour avoir une idée un peu plus proche, mais il y a une seule façon de bien identifier, et c'est la base un peu pour y lutter, de bien identifier avec qui on a affaire, c'est l'identification microscopique. Avec l'identification microscopique, c'est la seule façon de pouvoir savoir si on va lutter contre du Ostreopsis, là je parle de dino, du Ostreopsis, du Protocentrum, de la Culia, s'il faut insérer un UV, si c'est totalement inutile de mettre un UV parce que c'est une espèce qui se met dans le sable la nuit, si c'est une espèce qui revient dans la colonne d'eau, si c'est une espèce... Enfin, l'identification microscopique, ou si c'est une espèce, par exemple, qui produit des toxines. Donc, si ça requiert une action immédiate, très rapide, la meilleure façon de les identifier, c'est au microscope. Et il suffit d'un microscope jouet et puis de demander un peu ou de faire des comparaisons d'images. On trouve facilement. Ostreopsis progento, ce n'est pas les meilleures photos. Hein, désolé, c'était des trucs que j'ai récupérés un peu ici par là. Mais ils sont assez faciles à reconnaître. Les cyanobactéries, une identification microscopique n'a pas trop de sens parce que de toute façon, la lutte contre elles, c'est presque toujours la même si elles se ressemblent beaucoup, même avec les dinoflagellés. La lutte contre elles, c'est presque toujours la même. Et identifier une souche, c'est juste pour un intérêt scientifique, disons, de passionné. Mais après, beaucoup de souches se combattent de la même façon. Il y en a certaines qui sont sensibles, par exemple, au peroxyde d'hydrogène, l'oxygène. Il y en a des autres qui sont absolument pas sensibles, ou quand même beaucoup moins, et des variations de couleurs, plein de trucs. Mais c'est très intéressant et très important lors qu'on combat avec des dinoflagellés, et même pour comprendre si c'est effectivement des dinoflagellés ou si c'est des consortiums de diatomètres, de cyanos mis ensemble, ou pour voir si, voilà, c'est pas un truc où il faut se préoccuper immédiatement. Les cyanobactéries, généralement, ne sont pas si dramatiques pour le système. Donc, on Ouais. peut les prendre avec un peu plus de temps, un peu plus de calme. Donc Et voilà. je répète le petit truc qu'a donné Nicolas. Si vous suspectez des dinos, vous prélevez un peu de la gelée là, des dinos, vous mettez dans un verre d'eau, vous secouez pour les disperser. Vous allez boire un coup, fumer une clope, vous revenez. Si ça s'est réagglutiné, c'est des dinos. Si ça s'est pas réagglutiné, ça peut être des diatomées, par exemple. Oui, parfait, parfait, parfait. Même les cyanoïdes, ils aiment se réagglutiner, mais comme je vous disais, les cyanoïdes sont plus simples à identifier. Donc après, si vous faites un truc, un coup, de toute façon, il faut toujours les mettre un coup sous le microscope. De toute façon, il sert un microscope vraiment de gamin pour les voir. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un 500 balles pour en acheter un truc de 50, 100 euros. C'est déjà plus que suffisant. Bon, ça ne va pas faire de la taxonomie en même temps, mais ça peut aider déjà à distinguer. Les cyanos, comme tu as confirmé toi aussi, Eric, on a un peu plus de temps pour agir. Les dinos, normalement, ça peut être vraiment dramatique pour un système. Tu vois. Une semaine, 10 jours sans agir, et un bac peut tranquillement sauter, tranquillement. Si l'infestation est importante et si on n'a pas d'action, il peut tranquillement sauter, tout mourir d'un coup. Bon. Risques et conséquences, et voilà. Risques et conséquences. Là, c'est plus spécifique vraiment sur les dinos. Parce que même les cyanos sont aragneux pour le système, mais tout doucement, ils le débalancent toujours plus, toujours plus. C'est pas un truc qui fait vraiment du bien à l'aquarium. Mais les dinos sont vraiment dramatiques. Les dinos produisent des toxines. Bon, risques et conséquences, ça c'est principalement le dinos. Toxicité pour tout le système. Tout le système, la majorité des organismes, il y a peu d'organismes qui ont évolué pour consommer des dinos activement. Donc, pour les organismes qui en consomment pas activement, les toxines qu'ils produisent, c'est vraiment du zyklon B. Et guerre chimique, ils font beaucoup d'allopathie de guerre chimique à tout le monde, un peu pour réduire la compétition et pour ne pas se faire manger, justement, aussi, mais c'est des toxines très fortes. Il y a de la saxitocine, il y a des trucs vraiment très forts, même dangereux pour l'être humain. Suffocation des coraux, comme je vous disais, les cyanos, ils sont un peu plus longs à recouvrir les coraux, un peu plus longs généralement, ils poussent autour. Alors que les dinos, non, il y a certains coraux qui en souffrent
énormément. Par exemple, je déteste les coraux. Ça me vient juste le nom commercial, Pac-Man. Les acroporas? Eh oui, c'est une acropora. Bon, ça me vient pas. Peut-être que ça va me revenir. Je déteste les coraux. Et il y a certaines acroporas de deep, généralement, avec des corallites qui sont très élongés, qui souffrent terriblement les dinos. Il suffit qu'un petit morceau de gelée se pose dessus, il reste une nuit entière ou un jour entier, et le jour après, le corail il commence à expulser ses oxyntales, tu le vois mal. Si c'est une petite bouture, en un jour, il te la tue. Si c'est un corail grand, quand même, il prend 2, 3, 4 jours. Mais tu le vois, lui, il est en difficulté, il fait du mucus, il s'éclaircit, il est vraiment en difficulté. Et certains coraux en souffrent beaucoup plus, beaucoup plus. Et augmentation des pathologies des coraux et des poissons, mais ça, c'est principalement dû au fait qu'ils sont en train de relâcher une quantité de toxines épouvantables dans l'eau. Donc, tout le monde est en modalité résistance. Après la première petite bricole, et ça part en pathologie, une blessure, du stress pour les poissons ou un débalancement chimique, et, et ça part. C'est vrai que c'est le cauchemar de l'aquarium, la dino, hein. Oui, oui, l'enfer, vraiment, oui. Ils sont terribles. En plus, je comprends pourquoi les personnes, de temps en temps, désespérées, ils se donnent aux biocides, aux algicides. Je le comprends parce que, quand même, c'est désespérant. Il faut beaucoup d'huile de coude. Je ne sais pas si on dit ça en France, mais il faut beaucoup de travail de constance pour les enlever. C'est pas un truc que. Bon, après, il y a même des techniques. Je vais vous en parler après. Une interruption de la calcification est assez typique aussi, et donc dans des bacs très peuplés, en acropore, en espèces, et ça, en 2, 3, 4 jours, ça peut porter à des débalancements des paramètres de la triade, du calcium, du KH. On se retrouve vite le KH à 10, 11, ce qui empire les choses encore plus, parce qu'ils ont arrêté de calcifier, il y a les oxantelles qui vont à canon dedans, et ils ne peuvent pas les interrompre, ils les expulsent parce qu'ils commencent à les endommager avec le radicaux libre. Ils les expulsent, les coraux blanchissent. Bon, c'est le chat qui se mord la queue, c'est une réaction en chaîne assez terrible. Donc, le débalancement des paramètres et les risques pour l'homme. Ça, c'est des trucs que même en nature, tu manges des moules, il y a AZP, PSP, c'est plein de, c'est pas des pathologies, mais c'est PSP, c'est Paralytic Shellfish Poisoning. C'est un empoisonnement, voilà, un empoisonnement qui te donne des paralyses même terribles. L'autre, c'est un Amnesic Shellfish Poisoning qui te brûle le cerveau. On dit vraiment terre à terre. Et bon, et si ça continue, DSP, Diarotic Shellfish Poisoning, ça c'est très souvent dû aux marées, aux blooms, aux floraisons de dinoflagellés toxiques, comme ça peut être, il y en a plein, et qui Oui, les moules, les filtreurs absorbent. Oui, oui, c'est ce qui donne la ciguatera aussi, les dinoflagellés. aussi, exactement. Il y a un univers, oui, de trucs Pour terribles. plus grand poisson, par manque de chaîne alimentaire, et beaucoup de poissons sont toxiques à la ciguatera à cause de l'accumulation des toxines de dino. Oui, oui. Après, on va faire les vacances au tropique, on ne sait pas trop, on pêche un gros poisson, le bouffe, et on finit à Ah bah, il faut l'hôpital. demander aux pêcheurs du coin, c'est sûr, hein. Oui, absolument. Pour Il faut éviter aller de voir les finir. étals du poissonnier avant et on pêche ce qu'on a vu chez l'étoile du poissonnier. Oui, exact. Exactement, parfait. Et, des risques pour l'homme qui peuvent être, voilà, dans l'alimentation, dans les bains, ça peut causer des réactions allergiques. Et même, truc qui est déjà arrivé à quelques amis, collègues passionnés, hein. Et mon copain est devenu allergique à l'aquarium. En fait, il s'est extrêmement sensibilisé aux saxitocines, aux palytocines, aux produits, aux toxines énormes, produits même de la palytocine, comme les palytoires, aux trucs terribles qu'ils produisent, et ça en relâche dans l'atmosphère. Cette odeur un peu de iode, iodé qui font les dinos, qui est très typique aussi des dinos. Et ça, c'est toutes des molécules. Si tu sens l'odeur, c'est que tu es en train d'en assumer des petites quantités. Des personnes qui sont extrêmement sensibles, ça part en coup d'asthme, et je ne sais pas les termes, mais des inflammations aux yeux, comme des très fortes allergies. J'ai eu Ouais. des collègues, des passionnés qui ont démonté pour ça, ont démonté le bac parce qu'ils sont passés à l'eau douce, parce qu'ils étaient allergiques à l'aquarium.
Ça semble une chose trop stupide, c'était ça en fait. Mais bon, ça peut être un risque même concret pour le patient. Il ne faut pas s'exposer à ces molécules trop souvent, trop fréquemment. Bon, c'est pas un truc, les gars, qu'il y a les dinos, alors courons tous, fermons l'aquarium, balançons-le de la fenêtre, vidons tout dans les toilettes. Non, c'est pas ça, mais quand même, il faut juste en avoir conscience pour ne pas... Prendre de risques. oui, pas prendre de risque aussi, dire bah, c'est un petit problème, ça fait rien, il n'y a pas de problème. Non, quand même, il faut donner le bon poids. Sous-estimer. Sous-estimer le problème. Là, il y Bon. a Erwan qui dit qu'en Guadeloupe, ils peuvent pratiquement plus manger de poisson à cause Oui, voilà. à C'est à cause de ça. Chiguatara. Oui, Ah ouais, ça m'étonne pas. oui, oui. Et c'est des empoisonnements vraiment très forts. Hein. On peut tranquillement aller Ça, manger les pissenlits. souvent, après les cyclones, ça détruit le récif et la pollution, ça favorise des blooms et puis du coup, pendant Mhm. plusieurs années, ça va remonter à la chaîne alimentaire et ça va pourrir les poissons pendant des années. Oui, exactement. C'est vraiment, c'est des réactions en chaîne qui partent d'un petit truc très sous-valué et qui après deviennent des, 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 des problèmes énormes, sanitaires énormes. Ici en Italie, on en a beaucoup de blooms de dinoflagellants, même en Sicile, dans les périodes, mais je pense en France aussi, sûrement vous devez en avoir. Je suis pas informé sur ça, mais Ouais, si ouais, on ouais, les a en Italie, oui. ouais. Dans les parties communes, sûrement. Erwan, si tu es encore là, tu peux me remettre ta question sur la Derbessia, s'il te plaît, je la retrouve plus. J'ai une idée de laquelle c'est, mais mets-la moi en commentaire, s'il te plaît, Erwan. Voilà, on peut continuer. Excusez-moi, patron. Ok. Non. Ok. Alors, risques et conséquences. Le protocole de gestion BA, waouh, on s'approche aux questions et la partie que je déteste le plus, parler des produits. Et le protocole de gestion BA, on agit sur différentes choses. C'est pas le truc, c'est ça. Il faut pas s'acheter un résolve des bactéries et s'attendre je vais résoudre tous les problèmes. Tu peux les résoudre. Il y a beaucoup de personnes qui achètent juste un, ils le dosent, bon, c'est parti, c'est fini. Waouh, super, Nicolas, c'était magnifique. Bon, il y en a beaucoup qui ça se passe comme ça, mais c'est pas normal, c'est pas la norme. La norme, c'est que quand même, il faut un peu de temps. C'est pour ça aussi qu'on dit souvent aux personnes, parce que ça dépend, il y a des personnes qui en 4-5 jours, une semaine, il y en a des autres qui mettent 1 ou 2 mois. On leur dit toujours, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup, vraiment, beaucoup de patience et être constant, ne pas lâcher prise, il faut toujours y aller. Le protocole se base sur différents trucs, donc sur les nutriments du système. Donc on a dit que les dinoflagellés, ils peuvent exploser, ils explosent très souvent dans des bacs où on rejoint le 0, 0, 0, des bacs jeunes aussi, même si ça peut partir même dans le début, il n'y a pas de problème. Et on gère les nutriments. Bah, je ne vais pas rester beaucoup parce que sur celle-là, parce que dans la prochaine, je l'explique mieux. Donc, nutriments, composantes algales, je ne sais pas si on dit ça en français, en Ouais. italien, c'est componenti algali, ok? La biodiversité du système, les consortiums bactériens, des adjuvants technologiques qui peuvent être même simplement vraiment de la technique ou des produits, mais je déconseille toujours, en tous les cas, d'utiliser des biocides. Nous, on ne l'utilise pas, on est contre et l'intervention directe qui ici est mise en dernière, mais alors que c'est vraiment un des premiers trucs. Bon. Alors, nutriments, balancement NPC. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on n'aime pas du tout doser de l'azote, du phosphore, du carbone encore, ça peut arriver d'en doser, mais azote, phosphore, on n'en dose pas, comme ion chimique. Pourquoi? Parce que souvent, c'est du nitrate de sodium ou du nitrate de potassium. Le nitrate de sodium, si je me rappelle pas mal, il a genre le 16% en poids de nitrate. Donc, il y a le 84 qui est du sodium. C'est que du sodium. Il n'y a pas de nitrate. Et en plus, j'ai fait un article sur ça, mais je ne vais pas en parler parce qu'en Italie, ça a été le feu quand j'en ai parlé. Ils y ont mis vraiment quand même 1 ou 2 ans avant d'accepter ça, même plus. Et je me suis fait tabasser de tous les côtés. Mais ça risque même de débalancer l'équilibre de l'aquarium. Du genre, c'est une chaîne. Ça doit partir de l'ammoniac. Ça doit faire ammoniac, ça doit faire tout le cycle. Sinon, on donne à manger juste aux bactéries du troisième cycle, juste à eux. Pour établir l'aquarium, les bactéries des premiers 2 cycles se trouvent sans bouffe, sans bouffe, sans bouffe, sans bouffe, sans bouffe, sans bouffe, sans bouffe. Les populations s'amincissent. Et après un peu, quand dès que tu arrêtes de doser du nitrate,
ou même des fois en dosant du nitrate. Ah, mais c'est étrange, je me trouve des traces de nitrite, des traces d'ammoniac. Tu as donné à manger juste au dernier. Et les premiers deux, tu les as fait mourir de faim parce que le bac, on ne produisait pas assez. Donc, le jeu n'est pas de doser le truc. Le jeu est de, et j'arrête d'en parler parce que déjà, je sens que je vais me faire taper. Le jeu, c'est de rebalancer le bac. Ça doit être toujours un balancement biologique. L'intervention humaine doit être la moindre possible pour qu'il aille. Chez nous, on dit souvent, le bac doit aller tout seul, en autopilote. C'est la meilleure façon pour avoir une. Après, il y a, comme je vous disais, il y a 1000 routes pour arriver à l'objectif. L'important, c'est de bien profiter de son aquarium, s'amuser, être. Ce que tu veux dire, c'est d'avoir une biomasse qui correspond au système, quoi. Absolument oui, absolument oui. Je vais pas doser des nitrates, je vais augmenter les poissons, je vais nourrir plus le système, je vais donner beaucoup de particulates, de particules organiques, de la bouffe au système, et je vais pas doser des nitrates. Ou si vraiment je dois doser de l'azote, je vais doser de l'azote ammoniacal. Et mieux, je vais doser de l'urée, qui est l'exact produit d'excrétion des poissons, des gills, des branchies. Bon, je vais doser de l'urée parce que le cycle est habitué à cette molécule. Je ne vais pas doser juste le ion terminal, le dernier, avant que ça redevienne. Bon, et désolé les gars si c'est un truc un peu lourd ce que j'ai dit. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas. À la fin, comme je vous disais, il y a plein de routes différentes. Et Alain, quel est ton avis sur ce point? Aiuto! En fait, on considère toujours les dosages, mais en fait, ce qui compte, c'est les flux. Les Et flux. l'ammoniac, comment, ce qui est excrété, c'est d'abord l'ammoniac. Alors effectivement, il y a aussi enfin, les animaux ammoniothéliques et puis uréothéliques, ça pourrait être il y a les deux, mais les poissons, c'est principalement l'ammoniac. Et ce que je dis toujours, c'est que l'ammoniac, ça sert aussi de nutriment pour la partie animale du corail, qui avec les sucres des zooxanthelles peuvent faire des acides aminés. Donc même Oui, c'est alors que normalement, il y a que c'est les végétaux qui utilisent l'ammoniac. Et la partie animale du corail utilise aussi l'ammoniac, et pas les nitrates par contre. Les nitrates, c'est seulement les algues. voilà. Et donc, Exact, voilà. il y a et l'ammoniac, c'est forcément un flux qui s'accumule pas, parce que c'est toxique. Donc, si on dose l'ammoniac, normalement, sauf si on nourrit trop, puis on mesure une heure après, on aura de l'ammoniac. Mais logiquement, ça ne sert pas à grand-chose de mesurer l'ammoniac, sauf s'il y a une pollution pour vérifier qu'on n'a pas eu monter un prospectus, ça c'est autre chose. Mais Oui, en aquaculture, on fait très attention à l'ammoniac parce que on a des tonnages énormes. Donc effectivement, un pic d'ammoniac, ça a flingué le poisson parce que si on a 500 kilos d'anguilles par mètre cube, c'est à peu près ce qu'il y a avec quand on apporte de l'oxygène pur. Bah là, l'ammoniac, il faut mieux faire gaffe, c'est sûr. Mais en oui, aquarium, c'est plutôt les nitrites qui sont plus gênants parce que ça arrive en fin de course et puis c'est plus les bactéries qui transforment les nitrites en nitrates ont un métabolisme plus faible, donc ça disparaît moins vite que l'ammoniac dans des zones raisonnables. Donc, mais l'ammoniac, effectivement, c'est pour ça qu'il faut quand on nourrit, on va pas mettre de l'ammoniac à la main parce que c'est trop dangereux si on fait une fausse manœuvre. Et donc le oui, meilleur moyen, c'est de nourrir les poissons régulièrement et oui, super. pour apporter l'ammoniac sous forme de nourriture. C'est ce que tu disais, effectivement. C'est ça la meilleure. Ok, ok, merci Alain. Et avec l'alimentation, tu apportes totalement d'azote, t'apportes tout en fait, puisque tu as aussi des oligoéléments dans les nourritures. T'apportes tout comme ça. C'est mieux que Oui, faire que des trucs, ça c'est sûr. oui, exactement, exactement. C'est exactement ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et on évite même de doser de l'ammoniac. On balance la population de l'aquarium. On donne Oui, ben, plus de en masse. aquarium, ça sert à rien. Bon, sinon, ça sert pas, il n'y a pas de raison. Ok, grazie Alain. Alors donc, du balancement NPC, on va augmenter généralement un peu l'azote. Le phosphore, c'est généralement, il y en a toujours assez, mais ça peut être qu'on augmente aussi le phosphore. Pour augmenter l'azote, alimentation base protéique, animale, omnivore. Pour augmenter le phosphore, alimentation base végétale, algale. Donc, si on veut faire un balancement de l'aquarium parce qu'on est en carence constante d'azote, on va ajouter des petits poissons planctonivores, omnivores, mais des petits poissons qui ont un métabolisme très rapide, qui mangent beaucoup et qui rapidement excrètent. Et en même temps, si on va avoir une carence continuative de phosphore, on va pouvoir ajouter des algivores si le bac le permet pour les nourrir avec des composants plus végétaux, donc des algues substantiellement, des bouffes basées sur les algues. Et oui, il faut toujours distinguer l'alimentation des algivores, des omnivores et des carnivores.
parce qu'on bousille les poissons en faisant comme on a fait toujours. Mais on m'a dit que l'alimentation est un argument tabou en France. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, si ça correspond au vrai ou faux, mais Non, non. OK, on peut parler d'alimentation. Ouais, ouais. Non, OK. mais par contre, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que c'est le problème avec les chirurgiens. Les chirurgiens, comme c'est des herbivores, si on met le même aliment qui est trop protéiné, on flingue les poissons Oui, avec une cirrhose du foie, quoi. Moi, j'ai oui, vu ça avec des poissons, c'était des poissons d'eau douce, mais des cyclidés du Tanganyika qui broutent, non du Malawi, pardon, qui broutent les algues. Et les gars, ils utilisaient une nourriture avec 45% de protéines. Et au bout d'un an, ils m'avaient appelé parce que tous leurs poissons étaient devenus stériles. Et en fait, c'était dû à cause de ça. Parce qu'ils avaient tous un foie gras. Les mâles, ils avaient un bide énorme, on croyait que c'était des femelles, quoi, quasiment. Et en les oui, disséquant, le foie était tout enfin, il avait une cirrhose du foie. Et donc, oui, en fait, que les poissons redeviennent fertiles, enfin, reprennent le poil de la bête, en fait, je leur ai fait mettre une nourriture pour poissons rouges oui, qui était faible en protéines et plus riche en glucides. Et c'est ça qui a permis aux poissons après un jeûne, parce que moi j'avais fait ça quand j'avais commencé mon élevage aussi avec des Mélautenia. Et à l'époque, il n'y avait pas il y a 40 ans, hein, il n'y avait pas toutes les bouffes qu'il y a aujourd'hui pour poissons d'aquarium. Puis de toute façon, c'était cher en élevage. Donc j'avais mis des trucs d'aquaculture. Et effectivement, mes poissons, au bout tant qu'ils étaient jeunes, il n'y avait pas de problème, parce que les jeunes ont besoin d'un fort oui, taux de protéines. Mais une fois oui. adultes, eh ben pareil, j'avais certains poissons, ils avaient un pic, et je comprenais pas pourquoi le matin, ben effectivement, j'avais à l'époque, comme enfin, je connaissais un peu les gens de l'école vétérinaire à Maison-Alfort, j'avais amené mes poissons à Maison-Alfort, et on avait disséqué, puis effectivement, la véto m'a montré, bah regarde, tes poissons, ils sont complètement, enfin, ils étaient en surpoids, quoi, comme nous, quoi. Et Oui, c'est ça qui les rendait stériles aussi. Ok, oui, merci. oui, Et en surtout, et en fait, c'est pas pour la stérilité. En fait, ils étaient encore fertiles, j'avais encore des petits, mais c'est pas ça le problème. L'autre problème, en fait, qui était grave, c'est que c'est ça qui pouvait aussi provoquer des maladies, parce que le poisson était mal fichu. Et donc, il chopait des saloperies plus facilement, enfin, les bactérioses, des trucs comme ça. Mais oui. c'était à cause de leur mauvais état de santé, pas à cause d'une mauvaise qualité d'eau, de choses comme ça. C'était juste Ouais. leur Là, il y a mauvaise. Loïc Cordet qui dit qu'il se Oui. rappelle il y a 25 ans pour les Malawi, on leur donnait de la bouffe pour ormeaux. Oui, pareil, la bouffe aux ormeaux, c'était végétal aussi, puisque les ormeaux, ça mange Voilà, des algues. voilà, voilà. C'est pas trop riche il faut pas dépasser les 30-32% de protéines. Si tu Ok, montes à 45, à plus de 50, pour les Allemands, tu peux monter à 50% de protéines, d'accord. Mais pas pour des poissons adultes. ok, on va continuer la presse. Nicolas. Oui. Alors, donc, comme on a dit, balancement MPC, poisson, alimentation du système. Puis, intervention directe, c'est une des choses les plus importantes. Et aspiration continuelle, continuelle, vraiment, en continuation. Souffler, faire des tempêtes, souffler. Les tempêtes, je ne sais pas si vous faites en France, c'est balancer de l'air dans une pompe, que ça fasse des microbules, que ça Ouais, fasse ouais. flotter, Mm. oui, ok, que ça fasse flotter les gélatines, et puis les enlever avec une puisette. Aspirer, souffler les coraux, aspirer, aspirer, on va nettoyer toujours le plus possible. Et même, j'ai mis dans intervention directe, même si c'est un peu la dernière, la dernière possibilité, hein, ça c'est un peu le truc que tu utilises vraiment quand tu as fait tout le reste en même temps et ça n'a pas suffi. Bon, tu leur éteins la lumière, tu fais un éclipsage, je ne sais pas si on dit comme ça en Ouais. France, mais oui, tu éteins la lumière Enfin, de, éclipsage, bon, ça veut dire pas de lumière. D'accord, une oui, éclipse. oui, total. Donc, on fermait vraiment l'aquarium 2, 3 jours. Normalement, c'est 3 canoniques. Même 2, ça peut suffire. C'est clair que si on n'a pas arrangé les causes, les déséquilibres à la base de ça, une fois que tu remets la lumière, tu fais passer 4, 5 jours et ils repartent encore plus fort qu'avant. Et donc, tu vois, c'est vraiment un truc, il faut agir de façon synergique, holistique, de tous les côtés et en continuation, sans flancher. Et puis, l'éclipsage, c'est vraiment, oh, j'y arrive pas. Là, j'ai essayé tout ensemble avec tout ce que j'ai fait. Là, je lui organise un beau dernier changement, un nettoyage, une aspiration, je brasse tout, je dose du Resol, boum, et j'éteins la lumière. On la réallume lundi. Lundi, tu réallumes. Si tu as bien fait les trucs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu tiens l'œil à l'aquarium.
La semaine après, c'est bon, ça recommence à consommer, ça recommence à pousser, il n'y en a plus. Composantes algales, très importantes, ils peuvent être très utiles, que ce soit microalgues, que ce soit macroalgues, que ce soit ce BAMS. BAMS, ça n'existe pas, c'est un terme qu'on a inventé nous il y a quelques mois. Donc, c'est juste pour rigoler que je l'ai mis. Bon, et composantes algales, microalgues. Doser des microalgues peut vraiment aider beaucoup. Alors, si c'est moins le cas, donc elles aident un peu moins, et c'est aussi selon les espèces. Si ça aide un peu moins au cas de dino, pour les cyanons, ça peut être vraiment même un truc très, très résolutif. Il y a une cyanobactérie qui vient cultiver appelée Synechococcus, mais c'est pas, taxonomiquement, c'est pas correct. Mais bon, il y a Là, cette cyano. le BAMS là, dont tu parles, le Bacterial Oui, Aggregate Microalgae Scrubber, c'est ce qu'on oui. obtient quand on met un scrubber. Et pratiquement, qu'est-ce que c'est? C'est, tu prends un morceau de perlon, de mousse de perlon, et Ouais, tu le mets en surface très bien illuminée à la sortie dans la décompte, dans le refugium, dans la sampe. Très bien illuminé avec l'eau qui lui passe à travers bien. Le fait qu'il soit très bien illuminé avec beaucoup de lumière, beaucoup plus d'air par rapport à l'aquarium, c'est comme une zone de pousse facilitée. Et ils tendent à coloniser ça. En plus, ils aiment coloniser les fils du polyester. Ils aiment se coincer tous l'un à côté de l'autre, faire une gélatine en seule panicule. Ce qui est super dans ça, c'est que déjà, c'est dans la sample. Donc, après ça, tu peux mettre déjà du charbon, de sorte que cette biomasse qui est en train de pousser là, les toxines qu'elle relâche, elles ne vont pas être directement de l'aquarium. Tu mets du d'accord. charbon, oui, et donc tu en freines beaucoup. Et en plus, ça te simplifie la gestion parce que chaque fois que tu laves une quantité de biomasse vraiment très forte. C'est comme si tu faisais une aspiration à tout l'aquarium, tu nettoyais tout les vitres, tu nettoyais le préfiltrage. Là, c'est Ah ouais, donc concentré dans. en fait, tu dis au dino, va pousser là-bas. Exact, exact. Ou je peux t'enlever facilement même chaque jour. Et D'accord. chaque jour, ça redevient marron. Et toi, tu le rinces, tu le nettoies bien, tu le remets. Le jour après, un nouveau marron. Tu le rinces, mais toute la biomasse qui a poussé là n'a pas poussé dans l'aquarium. Et toutes les toxines qu'ils ont produites là, tu es arrivé à les retenir avec le charbon. Donc, ça réduit un peu la toxicité dans l'aquarium, ça te réduit à toi la main-d'œuvre, ça les concentre dans un endroit. Mais ça, c'est un truc que je ne sais pas si ça existe déjà. Nous, on l'appelait comme ça. C'est un truc que je faisais quand j'étais gosse et je Non, me mais le c'est pas de intéressant. rien. Personnellement, c'est la première fois que j'entends de parler de ça et c'est intéressant. Et donc, pour revenir au charbon, si on met pas de perlon et tout, quand on voit de la dino, il est quand même conseillé de mettre du charbon Oui. dans la décante, hein. Oui, même s'il faut quand même identifier la dino, parce que le charbon peut être lui aussi un truc qui n'améliore pas les choses. Il peut encore prélever, encore appauvrir, encore enlever, mais c'est sûr que beaucoup de toxines, il les retient. Donc, si c'est une dinoflagellée toxique, parce que de celles que je vous ai fait voir avant, elles ne sont pas toutes toxiques. Mais D'accord. si c'est une dinoflagellée toxique, oui, ça aide quand même. Ça aide. Ok. Et pourquoi je vous parlais des composantes algales, microalgues, macroalgues? Parce qu'il y a toujours une énorme guerre entre toutes elles. C'est l'allopathie, la guerre chimique. C'est un peu typique du monde végétal. Et les algues, les coraux, qui ne sont pas des végétaux, mais les algues, les microalgues, les macroalgues, tout ça, ça aime faire de la guerre chimique, puisqu'ils ne peuvent pas bouger. Donc, pour empoisonner son prochain et prendre de la force par rapport à lui, beaucoup de microalgues, mais c'est certaines algues, et dans certains cas, par exemple, le Synechococcus, comme je vous disais, pour les cyanobactéries, le Synechococcus, c'est, même si, je répète, c'est pas taxonomiquement correct, l'appeler comme ça. Mais le Synechococcus est une cyanobactérie libre dans l'eau, qui ne se lie pas natante, ça ne me vient pas le terme, mais libre dans l'eau, unicellulaire. Et elle, bien sûr, elle fait la guerre aux autres cyanobactéries, mais là, soit parce qu'elle produit des molécules allélopathiques, donc il lui fait physiquement une guerre chimique, même si les cyanobactéries sont plus résistants à cette guerre chimique, parce que c'est cyano entre cyano, ils sont beaucoup plus habitués à ce genre de molécules, mais en même temps, ils compètent très fortement pour les ressources. Donc, c'est principalement le top, ça serait avoir en bloom une floraison de Synechococcus dans le système, alors qu'il y a une explosion de cyanobactéries bentoniques. C'est pas une bonne définition, pardonnez-moi,
biologistes qui nous écoutent, mais plutôt que l'amas gélatineux sur le fond insérer une grosse quantité de biomasse d'une autre cyanobactérie qui est libre dans la colonne, qui, elle, fera de la compétition pour les mêmes ressources, fera un peu de guerre chimique, mais elle se fera écumer avec une simplicité énorme. Donc, on aide, elle, à pousser. La cyanobactérie, forcément, elle n'est pas si contente que ça. Le moment où on veut l'enlever, il suffit de skimmer, il suffit de mettre un petit coup d'UV et ça passe tout immédiatement. Les microalgues, même pour les dinoflagellés, il y a des souches de microalgues qu'aujourd'hui, elles commencent à prendre commencent à être très, très étudiées. Ça commence à prendre de l'importance. Et c'est les diatomées qu'on a détestés pendant 30 ans, 40 ans, on a détesté les diatomées, alors qu'on commence à découvrir, même s'il n'y a pas encore des papers officiaux, mais la pratique, l'empirisme dit ça, on commence à découvrir qu'ils font la guerre aux dinos. Les diatomées font la guerre aux dinos. Et alors, comme pour les cyanobactéries, on dosera du Synechococcus, pour les dinos, on peut doser des extraits ou des concentrés ou des souches de diatomées, du Ketocheros, du Pavlova, plein de diatomées, qui vont lui faire à nouveau la guerre chimique pour compétition sur les ressources et même pour compétition sur les niches, sur l'espace. Parce que si le Synechococcus il reste en colonne, donc il ne fait pas beaucoup de compétition physique sur l'espace, moi je suis là et tu ne peux pas y être, les diatomées le font. Souvent, c'est des gros consortiums, diatomées, dinoflagellés et cyanobactéries. Si on pousse les diatomées, pardonnez-moi, si on pousse les diatomées à prendre il sopravvento, Le dessus. oui, le dessus, exact, à prendre le dessus sur les autres, et après, elles participent à l'extinction des autres. Et Et donc les diatomées, pour les diatomées, donc est-ce que c'est judicieux de faire une petite augmentation des silicates? oui, voilà. Ça, c'est une des techniques qu'on commence à utiliser. Alors, nous, on n'aime pas travailler genre avec du silicate de sodium, toujours pour les mêmes choses du débalancement ionique, même si le silicate t'en met si peu que c'est pas comme le nitrate, il n'y a pas vraiment de débalancement ionique, t'en met vraiment très peu. Et, però en même temps, tu vois, nous, on est un peu des fixés, on a ces fixettes sur les trucs naturels, biologiques, attention à la nature, donc on travaille genre avec des extraits végétaux d'exquisette, de bambou, des trucs que naturellement, ils ont beaucoup de silicates, de silice, et qui en même temps produisent des molécules qui, elles aussi, font la guerre. Même les tannins sont assez nocifs pour les dinoflagellés. Les tannins, banalement, qui viennent relâchés, par exemple, par les bois dans l'eau. Alors, OK, on ne va pas mettre une belle branche Non, mais dans l'aquarium. on peut mettre un verre de bon vin de Bordeaux bien chargé en tanin, hein. Oui, on va pas, però quand même, oui. Et nous, on travaille avec ça. Et donc, le dosage de silicate, aujourd'hui aussi, il prend. Nous, on travaille plus avec des concentrés algales, des extraits végétaux, de plantes. Et oui. Et ça, c'est pour le côté microalgues. Macroalgues, c'est la même chose. Elles font la guerre. Elles compètent pour les mêmes ressources et elles peuvent même rebalancer des situations de débalancement. Par exemple, c'est assez typique. Après, une fois qu'on l'a vu la première fois, on commence à le voir partout. C'est assez typique que dans des bacs vraiment très maigres, où ils ont par exemple des gros réfugiums avec de la kétomorphe, bac très maigre ou de la Colère, pas? caulerpe, oui, exact. Et des fois, ça arrive que, mais pourquoi j'ai les cyanobactéries, les rouges, les classiques, pourquoi j'ai les cyano, pourquoi j'ai les cyano? Si tu regardes ton taux de nitrate et de phosphate, les nitrates sont pratiquement à zéro et des phosphates quand même, il y en a. Nous, par exemple, une des choses qu'on fait pour contraster, à peine on trouve cette situation, c'est tout de suite, remplace ton algue avec une gracilaria. Elle a une pousse beaucoup plus lente, elle absorbe beaucoup moins d'azote. Et en proportion, par contre, elle boit beaucoup plus de phosphore et d'oligo-éléments. Donc, c'est un truc beaucoup plus lent, mais qui ne va pas débalancer l'aquarium. Si déjà tu as une carence d'azote, et tu as une algue une algue verte qui bouffe de l'azote comme si c'était de l'eau fraîche, déjà la changer, en mettre une pousse plus lente et qui a un absorbement de nutriments plus balancé vers le phosphore, ça peut aider vraiment énormément. Et elles aussi, elles produisent beaucoup d'elles, elles produisent des molécules de la guerre chimie pour éviter que les microalgues inférieures prennent le dessus. Parce que quand même,
d'un point de vue efficacité, cioè, puissance ingénieristique, c'est pas les bons termes, mais d'un point de vue puissance, les microalgues, elles sont épouvantables. Les macroalgues, elles sont, cioè, ok, elles peuvent faire des trucs beaucoup plus évolués, mais cioè, elles, les microalgues, elles ont un taux de réplication. Vous connaissez tous une Hmm. explosion de dino, de Chanot. Cioè, en 3 jours, 4 jours, tu as le bac qui a de la boue, de la vase marron, rouge partout, de la gélatine en 2, 3 jours. Alors qu'une macroalgue, elle a besoin quand même d'un petit mois pour infester un aquarium. Un petit mois sans que tu fasses rien et ça se remplit d'algues. Non, les cyanobactéries, ils vont vite. Les cyano, le dino, ils vont vraiment très vite. Bon. Donc, un peu Ça de me fait leur penser, guerre aussi. oui, je me fais penser à autre chose, c'est que quand tu parlais des diatomées, c'est qu'il faut pas oublier que les diatomées, c'est une excellente nourriture pour les gastéropodes. Donc, Voilà, si on a un magnifique. Je bah, t'adore. c'est goûté par les gastéropodes et on va Je pas être t'adore. submergé, c'est pas une bonne nourriture. Je t'adore. En plus que les dinos ne viennent pas trop brouter par eux parce qu'ils sont toxiques. Bah non, les Je t'adore, sinon, là. les carbos, ils n'aiment pas trop. Mais par contre, les diatomies, ils jettent dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, se jette dessus, voilà. En plus, c'est ça aussi, que ça stimule la production de Voilà. gastéropodes. Ça fait... Les Oui, les diatomées sont recyclées naturellement par les oui, gastéropodes qu'on a dans le bac. oui. Les gastéropodes, les éponges, tout, oui, parfait. Je t'adore. C'est exactement ce que... Mais ici, vous savez que c'est mal compris, hein? Cioè, les choses que je dis sont un peu... Je me Non, fais mais parce prendre que souvent par... ça, c'est ça, c'est un peu comme en médecine, tu comprends? Tu as des gens, ils jurent que par leurs médicaments, bon, qu'il faut prendre quand on a un gros problème, mais ils Oui, confondent la prévention et le fait de oui, guérir. Prends le oui, médicament pour guérir, mais en prévention, c'est beaucoup mieux de faire de la oui, phytothérapie, des trucs comme ça. Et ben l'aquarium, c'est oui, pareil. Pour oui. guérir, on est obligé de faire certains produits, des fois, mais Oui, pour l'entretien global, on ne met pas de produits. On joue sur oui, la phytothérapie, voilà, en gros, oui. l'équivalent. Et To- c'est ce que tu fais. De toute façon, je sais bien, on a la même philosophie là-dessus. Totalement d'accord. Oui, c'est super, c'est super. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'adore. Bon, je me dépêche. Alors, biodiversité. On en a parlé un peu. Benthos, mésocosme, microfaune, méiofaune. C'est pas de bonnes définitions d'un point de vue biologique, tout ça. Cioè, il faudrait faire des descriptions beaucoup plus détaillées, mais si on commence à parler de nano, meio, micro, macro, je pense que les gens qui nous regardent vont se perdre. Les petites bestioles très petites, de petites à très petites, donc de 2, 3, 4, 5 millimètres, 1 centimètre, mais jusqu'à arriver à 40, 50, 100 microns, vraiment du très petit. Ça, il y a beaucoup d'organismes qui sont adaptés pour bouffer du dino, du cyano. Du cyano, un peu moins, c'est un peu plus rare, même si là aussi, il y en a plein. Et du dino, c'est un peu plus fréquent. Il y a différents copépodes qui peuvent en bouffer, même si, comme Alain justement disait, les mollusques, ben, ils peuvent facilement s'intoxiquer. C'est pour ça que je dis un peu micro, meso, cioè que je donne un peu un range grand d'espèces et de dimensions. Parce que cioè, il y a des organismes que, par absurde, on dirait eh ben, un petit gastéropode, il va être beaucoup plus actif, beaucoup plus efficace à enlever, à manger des dinoflagellés. Par contre, que non, dans ce cas particulier, anzi, les mollusques, ils viennent massacrer par ça, donc ils n'en mangent pas et s'ils sont obligés d'en manger, leur vie se raccourcit. Il y en a certains que ça leur fait un peu moins mal, il y en a certains d'autres que ça leur fait énormément mal. Et par contre, cioè, voilà, les copépodes, des protozoos, des trucs même beaucoup plus petits que les copépodes qui sont quand même visibles à nous. Il y a des trucs que non, par contre, ils adorent bouffer ça. Comme toujours, c'est toujours des compensations. Il n'y a pas un organisme sur Terre qui peut évoluer à l'infini en une croissance illimitée sans à un moment être contrôlé par un autre organisme déjà existant. Donc, c'est simplement des corrections du système. Utiliser beaucoup et ça ne veut pas forcément dire un produit du marché, hein, ça peut être même des souches de laine, de perlon, de sable, de macroalgues, de roches d'un aquarium qui tourne parfaitement bien, qui est sorti peut-être il y a peu de temps de dino. Ça déjà, ça peut aider parce que sûrement il aura une population de trucs qui bouffent ça, mais énorme. Disons que c'est pas forcément un produit. C'est plus le bon vieux, comme on faisait dans l'eau douce, qu'on se échangeait les filtres. Ah, donne-moi un peu de ton filtre pour faire partir le mien. Bon, l'idée, c'est que la variabilité d'espèces, la biodiversité est vraiment immense dans du matériel biologique provenant d'un aquarium en santé. Donc, on peut utiliser ça pour lutter
pour rééquilibrer voilà, un débalancement de ce genre. OK, quand tu le mettras dedans, il n'y aura pas tellement d'organismes qui bouffent des dinos ou des cyanos, mais avec quelques jours de temps, eux, ils vont proliférer, ils vont réduire la population, ils vont refaire l'équilibration. Bon. Même chose pour le consortium bactérien. Pourquoi je parle toujours de consortium bactérien? Parce que, OK, oui, le produit B-équilibre, on l'a divisé en quatre, oui, OK, on l'a fait le plus complet possible pour que vous puissiez faire des autotropes, des hétérotropes, un mix balancé, des enzymes, on l'a fait le plus complet possible. Mais en même temps, c'est souvent, et c'est pour ça que j'ai mis phytoesoplancton, c'est souvent des consortiums bactériques qui s'associent aux cultures vivantes, complètent le BioBoost, qui est une culture de boue vivante de fond marin. Non, bon, OK, nous, on l'a en culture chez nous, mais l'origine, c'est ça. Et le phyto, le zooplancton, OK, les petites bestioles qu'il y a dedans, OK, les petites cellules algales, mais c'est des énormes consortiums, ça aussi, de bactéries, tout, de tout. Vraiment, il y a un univers derrière. Et souvent, ça peut être même plus efficace qu'un dosage de bactéries, parce que quand même, un dosage de bactéries, c'est toujours un produit fait par l'homme, un peu industriel, un peu étudié en simulant la nature, alors que ça, c'est une souche, une culture naturelle en pleine santé. Et souvent, ce qu'on a observé, c'est que ça avait une efficacité énorme, même si ce n'était pas le but de s'appuyer sur le consortium bactérique, cioè, aux analyses qu'on a fait, mais les consortiums bactériques qu'ils avaient, ils étaient exceptionnels, magnifiques, vraiment magnifiques. Donc, cioè, ce qu'on a compris, c'est que ça aussi, OK, quand vous dosez l'équilibre, c'est une concentration folle, vraiment folle. Et donc, qui a une activité, même il faut faire gaffe avec nos bactéries équilibre. Nous, on les conseille surtout à des personnes qui ont des problèmes dans l'aquarium. Mais si l'aquarium va tout bien, ça te porte les nutriments à zéro en une fraction de seconde. Cioè, pas une fraction de seconde, mais ils sont quand même très, 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 très efficaces. Il y en a une tonne dedans. C'est déstabilisé, donc il y en a vraiment une tonne. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, BioBoost, cioè des trucs plus on ne dirait pas que la partie bactérique est importante dans ça. Par contre, elle est presque à pair avec la partie zooplancton, avec la partie phytoplancton. Donc, c'est quand même ça aussi un équilibre. Excusez-moi, je la fais vraiment trop longue. Puis, les dernières. Resolve, source de silicate UVC pour les dinoflagellés qui, ça c'est toujours dinoflagellés. Hein? Ouais, mais Alors, les dinos qui sont dans la colonne d'eau. oui, voilà, exactement. Ceux qui font un stade, un moment de leur existence dans la colonne d'eau, l'UBC aide. Les autres, pas du tout. Et source de silicate aussi, c'est pour le dino, pas pour les cyanos. Pour les cyanos et les dinos, le Resolve, il marche très bien avec tous les deux, mais le Resolve est plus efficace, beaucoup plus efficace contre les cyanos. Beaucoup plus. Parce que même pour des petits jeux qu'il fait lui, c'est des mélanges de carbonate, zeolite, argile, différents minéraux, enfin des bases de carbonate, calcium, magnésium. Il, c'est comme s'il leur empêchait de travailler. C'est comme s'il leur empêchait de bien faire marcher toute leur machine cellulaire. Donc, ils ont des difficultés à absorber les nutriments, ils ont difficulté à solubiliser, par exemple, les phosphates inorganiques ou les nutriments inorganiques. Ils ont des difficultés parce que ça fait comme une sorte de tampon. Ça leur empêche de faire leur solution de microacidité. Ça les fait comme si voilà, ça les ralentit, ça leur donne, ça les dérange vraiment tellement. Et aussi, ça leur réduit fortement la capacité de faire de la photosynthèse parce que c'est quand même une solution colloïdale qui se dépose dessus, qui freine beaucoup la lumière. Tu, tu voulais me dire quelque chose? Non, 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 j'écoute. Non, ok, excuse-moi. J'écoute attentivement parce que je dois dire que tu es passionnant. Euh, Je suis content. je gardais le souvenir du premier truc qu'on avait fait ensemble. D'ailleurs, regardez-le absolument, quoi. Veut dire, le premier entretien qu'on avait fait avec Nicolas, il était extraordinaire aussi. Et là, non, je t'écoute, je bois tes paroles. Voilà. Je suis content, je suis content. J'ai toujours peur Je de sais pas si tu tremper as des trop. enfants. Je sais pas si tu as des enfants, mais si tu en as, ils doivent toujours te dire, papa, raconte-moi une histoire, parce que tu es très doué pour raconter des histoires, c'est sûr. Non, je n'en Alors, ai pas attends, encore. Pas encore. Bah, Nicolas, c'est bien, ça, mais non, c'est une qualité, Alain, c'est Alain, pas Alain, facile. Alain. Nicolas, il y a une question de mon ami Xavier Assemat, que tu apprécies, Oui. Ah, ça Nicolas. vient. Ouais. Oui, je l'apprécie aussi. Super présentation, bravo. Il commence toujours comme ça, hein. Mais
Mais c'est après le mai que ça devient. N'y a-t-il pas un risque, quand on rajoute des microalgues, de rajouter trop de nutriments et d'oligo-éléments, boostant cyano et dino? Voilà. Alors, absolument oui, Xavier, très juste observation, très bonne observation. Ça dépend vraiment beaucoup de la technique culturelle, vraiment beaucoup de la technique culturelle et de l'engrais utilisé, et aussi de la souche de microalgues. Pendant vraiment beaucoup d'années, beaucoup d'années, c'est encore en vogue chez nous, on a utilisé du Guillard F 2000. C'est un des plus fameux. C'est du Guillard, ou de l'Ard 2 ou du Guillard. Et c'est un fertilisant qui n'a pas été étudié pour alimenter des algues qui après doivent être insérées dans un système fermé. C'est un fertilisant qui a été étudié pour faire de la sélection nature. Donc, pourquoi je n'encourage pas trop la cultivation du phyto parce que c'est un peu un univers, un monde. On décide d'épargner 10 euros pour les fertilisants et on met du cuivre et du molybdénum et du manganèse dans l'aquarium. On décide de récolter quand même une algue qui a craché et oui, on met une tonne de fertilisants qui les cellules ont explosé, ont pété, l'algue est en train de cracher et tous les nutriments retournent comme dissous dans le médium de culture. Et oui, on risque de les réintroduire. Par contre, il y a un truc. Si, et c'est toujours c'est jamais un objectif accompli, disons. C'est toujours une course, comme l'utopie, une course vers un truc que tu rejoins jamais. Si vraiment tu arrives à porter à zéro les résidus des nutriments dans la culture d'algues, dont en ce temps établi, avec 7 ans de suspension de fertilisation standard, et à maintenir la souche en forme vivante, donc toutes les cellules, toutes, c'est ridicule, mais la stragrande majorité des cellules vivantes, en réalité, oui, tu insères des nutriments dans l'aquarium, mais tu les insères, même si c'est un particulé de 2 à 20 microns, de 2 à 20 microns, c'est quand même un particulé. Donc, cioè, ça va être un truc qui va être, c'est pas du dissous. Donc, ça va être un truc qui va être utilisé par les filtreurs, par les éponges, par les spirographes, par tout ce qui filtre, les mollusques, bivalves et tout, mais même par le skimmer. Un truc, même si normalement le skimmer, c'est celui qui, l'écumeur, excusez-moi, c'est celui qui en retire du phytoplancton dosé le plus en absolu. Un truc, ça pourrait être que dans des systèmes qui n'ont pas de skimmer, qui n'ont pas beaucoup de filtreurs, qui n'ont pas d'organismes qui peuvent utiliser physiquement cette biomasse et la convertir en biomasse elle-même, oui, il y a le risque que tu introduis, je fais des numéros juste pour comprendre, 100 grammes, c'est 1 gramme, j'en peux plus réaliser, 1 gramme de cellules de phyto. Si ce 1 gramme de cellules de phyto porte avec soi un de nutriments, si le 1 gramme vient consommer entièrement, tu auras zéro de nutriments insérés par le système. Ou mieux, cela relâché par le catabolisme des organismes. Donc, les matériaux fécaux, l'énergie qu'ils n'ont pas pu absorber, ils vont la relâcher dans l'écosystème. Pas seulement l'énergie, mais même les nutriments. Mais si par absurde, au lieu d'avoir un absorbement de 1, tu as un absorbement de 0,1, ça veut dire que tu es en train de mettre 0,9 de nutriments qui vont devenir dissous. Donc, ce gramme, si tout le gramme vient consommé par les organismes de l'aquarium, formellement, tu auras fait vraiment peu comme introduction de nutriments. Parce que quand même, c'est des... Cioè, par rapport à la bouffe qu'on donne, c'est vraiment très peu, très peu, vraiment très peu. C'est plus à se préoccuper des oligos qui sont présents à l'intérieur, parce qu'on utilise des engrais qui ne sont pas faits pour ça. Mais par rapport vraiment aux nutriments, azote, phosphore, carbone, il en faut des bons litrons de phyto pour arriver à faire. Considérez que dans un litre de phyto, vabbè, je ne vais pas vous donner des chiffres, ça va être ennuyeux, mais il n'y a pas vraiment toute cette biomasse. C'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que c'est de la bouffe vivante, bien balancée, qui produit plein de vitamines, de trucs d'antioxydants, de stimulants, plein de trucs intéressants, des molécules qui font la guerre chimique, qui peuvent aller nourrir les animaux en restant vivants. Donc, formellement, ça pollue pas jusque quand ça meurt pas, ça se casse pas, ça pollue pas. Juste, ça se fait écumer ou manger. Donc, d'un côté, je te dirais, oui, forcément, tu portes des nutriments, surtout avec du zooplancton, parce que le zooplancton, quand même, il nage dans ses catabolites. Donc, oui, il y a beaucoup de nutriments dissous.
Mais à la fin, imaginons-nous, tu as une culture de mésocosme, de zooplancton qui a 100 ppm de nitrate. 100 ppm de nitrate, ça tient pas le zoo comme ça. Mais bon, on fait des chiffres comme ça. 100 ppm de nitrate, tu prends tout ton litre et tu le balances d'un coup dans ton 100 litres. Eh bien, il y a la dilution. Tu vas lever de 1 ppm. 1 ppm, l'aquarium, il ne s'en rend même pas compte. Tu ne le trouves même pas avec les tests. Donc, oui et non. Oui, absolument, Xavier, tu as totalement raison. Et c'est très particulièrement important quand on ne fait pas de la culture vraiment bien faite scientifiquement. Si on s'improvise trop dans la culture, on peut porter du cuivre, du zinc, de tout, de tout. Il suffit quand même, en tout cas, de prendre la recette qui est libre, du Ouais. guillard et de l'ard, et on saura qu'est-ce qu'on remet. Alors, réponse de Xavier, Aiuto. totalement en phase avec toi. Ah, ok, Le d'accord. risque, c'est la production par soi-même de microalgues, mais fait Oui, par un pro avec possibilité de centrifugation, c'est un plus. Et l'ajout de oui, nutriments par les algues en elles-mêmes ne sont pas un problème, ce sont surtout les oligos. Merci beaucoup oui. pour cette précision, super claire. Merci à toi, Xavier. J'admets d'avoir eu peur, hein. On va dire, à ce propos, là, moi, tu sais, j'avais un client italien, justement, à Paris, là, à la baleine. Lui, il mettait jamais d'oligoéléments, justement, il mettait juste un peu de phytoplancton tous les jours. Et il avait de très beaux Oui, coraux avec ça. oui, Mais oui, qu'il a ça fait, hein, aussi. pas qu'il faisait lui-même, hein, il s'embêtait pas. Il achetait toutes les semaines, il achetait son quart de litre de Oui, comment de zooplancton, avec un peu oui, aussi de zooplancton qu'il achetait en même temps. Et oui, il était que ça. Il considérait que c'était son apport d'oligo-éléments. Et puis voilà, c'était très bien comme ça, quoi. Et qu'en plus, ça nourrissait oui. enfin, ses coraux, ses copépodes et tout le bazar. Mais Euh, il faisait exprès aussi pour apporter ses oligo-éléments sous forme naturelle. putain, elle me Oui. manque la baleine, hein. C'était un magasin d'aquario pas loin de la maison, il a fermé. Ah putain, ça me manque ce magasin. Bon, c'est pas grave. Ah, Nicolas, la lutte contre oui. les cyanos rouges et vertes, c'est la même? Oui, la gestion que je conseille est toujours la même. De tous les côtés, les prendre de tous les côtés avec toutes les interventions que j'ai dit et normalement, que ce soit des rouges, des vertes. Des fois, les vertes peuvent être beaucoup plus fastidieuses à enlever. Des fois. Des fois, elles partent, c'est les premières qui partent. Des fois, elles peuvent être très fastidieuses. Mais c'est ça aussi. Mais, pour troppo, ça ne me vient pas le terme, mais il y a beaucoup de rouges, beaucoup de vertes, beaucoup de rouges qui peuvent être vertes, beaucoup de vertes qui peuvent être rouges. Il y a des cyanos que, selon l'angulation et l'illumination avec laquelle tu les regardes, ils font du rouge au vert au noir. Hmm. Même certains qui sont de planctoniques, du phytoplancton. Et oui, si tu les regardes de différentes angulations, la réfraction de la lumière qui tape, c'est des spirilles en forme Hmm. oui, ok, des Ouais, spirilles, et l'illumination. Donc, oui, non, des fois, ça peut être même des trucs vraiment gentils. Des fois, non. ouais. Euh, Là, En tout cas, oui. Il y a Oui. encore Xavier Assema qui dit, les cyanos vertes, elles sont beaucoup plus compliquées à faire partir. Perso, je n'ai jamais réussi sans antibiotiques. Bon. Oui, oui, ça peut être, oui, voilà, il peut y en avoir des vertes qui peuvent être vraiment femmes, terribles, terribles. Bon, Xavier, si un jour tu en auras un nouveau, ça sera un bon test, comme ça tu pourras essayer toi, on t'envoie un peu de Resolve, Synechococcus et bactéries et tu essayes et tu nous dis. Nous, on a eu de très bons résultats, même comme ça, très simplement, hein, Resolve, Synechococcus et protocole bactérien. Mais cioè, si tu y vas avec tout ça, si tu fais tout, tu les éradiques. Mais c'est vrai aussi que c'est une généralisation la mienne, parce que comme on a dit, il peut y en avoir infinite Mm, mm. espèces qui changent et il y en a qui sont vraiment dures à enlever. Tu vois, Xavier, il te dit avec grand plaisir, il est content à l'idée d'avoir des cyanos. Ok. Bon, on y est, hein? On y est, on y est. Alors, ça, c'est typiquement, nous, on fait beaucoup, 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 énormément de ça en Italie. Et c'est pour ça aussi qu'on a un peu de difficulté à le faire sur la France. Vous voyez, je réponds après 4 5 6 jours des fois. Parce que vraiment, on fait beaucoup de ça que on a un support, un customer qui est
ça a été un peu toujours notre base. Nous, les gens nous contactent, qui ont des problèmes, on se fait envoyer photos de l'aquarium, vidéo seulement avec les blancs, les bleus éteints, vidéo de la sample, on se fait dire la gestion, les paramètres, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, combien tu alimentes qui, la population, tout. Et après, on les corrige, on leur dit. Et à la fin, si je fais aussi ces vidéos, c'est pour pouvoir le divulguer au plus de monde possible. À la fin, c'est souvent les mêmes choses, très souvent. Tu as l'aquarium comme ça qui t'arrive, ça commence, bah, là, c'est un peu des filamenteuses, ça va commencer les dinos, il commençait déjà, lui, il a eu beaucoup de pertes, parce qu'après cette photo, il a dû avoir quelques semaines avant l'action. Et quand les dinos arrivent, tu les perds vraiment vite. Mais nettoie, dégraisse tout, enlève les algues, aspire, 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 résolve bactéries, Synechococcus, popule à nouveau, mets un peu de sable, augmente les souches de faune, de benthos, de petits vers, de mollusques, charge en sable, donne plus de vie, mets un réfugium avec de la gracilaria, potentie la partie biologique du système. Et généralement, s'ils font tout, ils ne doivent pas, c'est pas, moi je suis plus sur le customer, donc je ne sais pas qui est cette personne et Hmm. je m'excuse déjà si elle se reconnaît. Je sais seulement que c'est un très proche qui nous vaut beaucoup de bien et qui m'a dit oui, oui, vous pouvez le publier. Euh, Et est-ce que il y a des bactéries dans la colonne d'eau, dans l'aquarium, ou elles sont oui, majoritairement sur le substrat? majoritairement sur le substrat, mais il y en a dans la colonne. Il y en a de très bonnes quantités. Ça dépend aussi du bac, hein. Des bacs surécumés avec beaucoup de mouvements, de brassage, beaucoup d'illumination, même avec un spectre très fort en UV qui dose, qui tiennent un pH très haut, beaucoup d'oxygène à saturation, avec un redox très haut. Plus le bac il est propre, oligotrophique, et plus moins de bactéries en colonia. Par contre, dans le substrat, il y en a toujours une tonne. Mais quand même, un bac qui a un redox un peu bas, un peu d'excès de nutriments, oui, de bactéries en colonie, il peut y avoir des tonnes. Et en plus, dans les dernières 5 ans, on a vu apparaître beaucoup de produits bactériques sur le marché, enfin, au moins ça, au moins chez nous, mais qui sont des produits recyclés de la microbiologie industrielle. Donc, c'est des trucs qui sont faits pour les dépurateurs civils industriels. Et eux, ils adorent utiliser, par exemple, des bactéries formeuses de biofilms épais. Donc, des trucs qui font des très grosses amas de gélatine marron, jaunâtre, orange, marron. Tu t'en retrouves la décompte pleine, le bac plein, ça se colle de partout, ça en fait des tonnes et des tonnes. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas du dino, c'est pas du cyanon, c'est de la prolifération des agglomérations bactériennes. Et c'est dû à ces bactéries-là. Donc, dans les derniers 5 ans, on a vu apparaître beaucoup de ça. Donc, dans ces cas-là, les bactéries qu'il y a dans l'eau, oui, rejoignent des unités formant colonies assez épouvantables. Alors que normalement, dans un bactérie oligotrophique ou qui n'a pas été ensemencé par une souche de bactéries, je dirais pas nocives, parce qu'elles font pas vraiment du mal au système, hein. Elles ont même leur rôle, elles font de la biomasse, mais c'est pas des trucs adaptés pour l'aquarium, absolument pas. À D'accord. long terme, oui, à long terme, il y a beaucoup de gens qui démontent. Il y a beaucoup de gens chez nous qui ont démonté quand ces produits ont commencé à arriver. Ils étaient désespérés, ils n'arrivaient plus à enlever ces grumeaux de morve marron de partout, orange, dans la dégâts, dans l'écumeur, partout, partout, mais des tonnes, et ça se réformait. Jusque quand on a dit, il n'y a pas beaucoup de solutions, là, c'est à faire une éradication et à remettre en souche, mais très fort, très, 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 très fort. Hmm. Prendre nos dosages et multiplier par deux, par trois. Ouais, Donc, oui, il peut y d'accord. en avoir. J'avais une question là, autrement j'ai Oui, oublié. Darwan, il oui, demandait c'est la Derbésia. Tu connais l'algue oui, hein? Derbésier? Oui. Quel facteur favorise sa prolifération en dehors des nitrates et des phosphates? Ah, les nitrates et les phosphates, je peux répondre comme ça. Si tu enlèves de ton bac les nitrates et les phosphates, tu lui fais un peu de guerre avec des compétiteurs, la derbesia n'est pas un problème. Chez nous, la derbesia, on utilise du fluconazole pour l'enlever. Mais je trouve ça un excès. C'est comme balancer de la bombe atomique pour une souris à la maison. Et ok, elle peut être hargneuse, elle peut être vraiment terrible, mais cioè, c'est très, cioè,
c'est un végétal, il a besoin d'azote, de phosphore pour mettre de la biomasse. Donc, si on n'a pas de l'azote, du phosphore, elle ne peut pas pousser, elle ne poussera pas. Eh ben, Et il y a... ouais. Justement, moi, dans mon mini bac, j'ai un tout petit nano où je suis à zéro de nitrate et zéro de phosphate pratiquement tout le temps. Malgré ça, Il y a elle, j'ai des algues vertes qui poussent sur les vitres. Pas sur les mais, roches, mais sur les vitres. mais c'est des algues vertes filamenteuses ou genre la petite fine poussière que quand tu nettoies la vitre, Genre c'est une poussière verte. filamenteuse, Filamenteuse. filamenteuse, mais un peu plus épais que des filamenteuses. C'est comme de Ok, l'ulve, comme ulva un petit peu. oui. Et Et, elle pousse sans nutriments. mais regarde, c'est elles qui les boivent. C'est elles qui t'en font pas trouver encore un. C'est sûr, parce que si dans le même bac, tu arrives à substituer cette composante algale avec une autre composante algale, si tu arrives à leur faire la guerre et à mettre une autre composante algale, tu vas voir que les nutriments vont rester très bas, toujours. Ça dépend aussi de la souche d'algues que tu utilises. Mais les nutriments vont rester très bas. Et tu vas voir une prolifération de l'algue bénéfique que toi tu aimes bien, qui te dérange pas, qui n'est pas dégueulasse, moche, et elle va se réduire. Or, Ben, non. parce que tu Non, en as Non, des algues. parce que j'avais un refuge à Caeto Morfa, qui, Mhm, et bon, la Caeto pousse, 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 pousse. J'ai supprimé le refuge depuis 2 mois pour voir. mhm. Les nutriments n'ont pas bougé et l'algue est Ok. toujours là. Et elle était là quand il y avait le refuge aussi. Ouais, Mais mais Mhm. ouais, mais là, le problème, c'est aussi, si tu me dis que ça pousse sur la vitre, mais si ça se trouve, si tu avais peut-être un brassage, une pompe qui tapait sur la vitre, et quand tu as beaucoup de courant, les algues arrivent à pousser avec moins de nutriments. C'est le principe d'ailleurs des cultures d'algues. On est obligé d'agiter beaucoup pour renouveler les nutriments au contact de l'algue. D'accord. Donc, si c'est localisé sur la vitre, c'est peut-être un, regarde si l'endroit où il y a le plus de ces algues-là, c'est pas un endroit où en face d'une pompe qui balance un peu de courant. C'est possible. Mais bon, comme mon bac, il fait 35 cm, si tu veux, du courant, il y en a partout, hein. C'est pour ça que je te dis ça. Comme c'est un petit bac, en fait, la moindre pompe, effectivement, ça vaut le coup quand même de regarder si au moins c'est pas en face de la pompe, quoi. C'est possible, Mhm. ouais. C'est possible. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, ce qu'on dit, c'est ça. L'herbésia, justement, quand on parle d'herbésia, souvent, soit elles envahissent le bac, c'est là que tu as trop de nutriments. Mais quand tu as très peu de nutriments, comme elles supportent aussi pas mal de lumière, tout ça, elles arrivent à pousser, mais que à des endroits hyper brassés Oui, et bien éclairés. oui, en Ailleurs, elles petite arrivent à se tâche. développer parce qu'il n'y a pas assez de nutriments, mais aux endroits très brassés, effectivement, elles peuvent arriver à pomper le peu de nutriments qu'il y a grâce au brassage qui renouvelle D'accord. l'eau. J'enlève le brassage et j'enlève les corbeaux, quoi. D'accord. Non. Oriente ta pompe autrement, je sais pas, ou vers le haut, tu vois, souvent, genre, dans les petits bacs, la pompe de brassage, je la mettais vers le haut, ça faisait une vague, alors pas trop, faut pas qu'elle soit trop près de la surface, sinon ça fait une grosse vague, hein. Mais une fois à la surface, l'eau, elle serait pas en toutes les directions. Ça fait pas un courant fort juste à un endroit. Tu D'accord. vois, c'est ça, c'est l'avantage. Nicolas, Erwan encore, il dit, c'est vrai qu'il est à zéro quand il est mais dès que les nutriments reviennent normaux, la derbésia, elle revient. Mais oui, Oui, lui, c'est il est normal. à zéro. Oui, mais à la fin, le truc, c'est ça. Et ça peut pas pousser s'il n'y a pas de l'azote du phosphore. Parce que l'azote, c'est un composant principal, fondamental, insubstituable pour faire des protéines. Et que le phosphore aussi, c'est vraiment partout, 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 partout. Il y en a des tonnes, surtout dans les cellules algales. Donc, si l'algue elle pousse, c'est qu'elle trouve des nutriments. Le truc qui a dit Alain, qui est extrêmement intéressant, ça m'ouvre aussi les yeux. En fait, je suis content, il y a toujours à apprendre. Ça m'ouvre les yeux parce qu'effectivement, j'ai vu ça aussi. J'ai des bacs où il y a que dalle, que dalle, que dalle, juste en face de la pompe. En face de la pompe où c'est là le maximum de brassage, une tonne. Et effectivement, c'est une explication très valable parce que tu te dis, il n'y a pas de nutriments, il y en a vraiment des traces. Mais si moi, ces traces, je te les balance tout en continuation dessus, et toi, le petit peu qu'il y a, tu arrives quand même à en profiter. Donc, peut-être qu'une des solutions, ça pourrait, comme Alain a dit, Mhm. insérer une macroalgue devant le brassage.
Pourquoi tu n'essayes pas de prendre une petite touffe de gracilaria et de la mettre dans le brassage juste pour voir qu'est-ce qui se passe? Si Mhm. elle pousse plus vite, elle réduit les autres. En tout cas, c'est pour tu m'as dit, oui, le nom de, comment il s'appelait? Erwan. Erwan, Erwan. Pour Erwan, cioè, une chose assez, une base qu'il faut se mettre dans la tête, c'est il n'y a rien qui pousse s'il n'y a pas de la bouffe. Et OK, il y a des trucs qui peuvent pousser même avec très peu, mais il y en a quand même. Il y en a très peu. Et d'un moment, c'est se dire, qu'est-ce que je fais? Je veux descendre encore plus bas, mais tu risques les dino. Cioè, en ce cas-là, la Derbesia qu'il y a, il lui sauve le bac, hein, parce que quand même, elle tient un équilibre, elle tient une niche, elle absorbe, elle. Cioè, si la Derbesia, d'un moment, elle s'extinguait, si maintenant, pourquoi, bon, j'ai dit que les dinoflagellés viennent souvent quand on utilise des biocides? Chez nous, c'est typique, d'herbasia, fluconazole, tout le bento se saute, tout le périphyton, les algues, les choses sont très mal, boum, explosion de dino. Parce que eux, c'est les premiers, c'est les plus forts, ils se trouvent champ libre pour faire la guerre. Donc, plutôt peut-être que d'essayer de combattre la derbesia, déjà voir ce qu'elle te porte à toi, ce qu'elle te fait pour t'aider dans ton bac, quelle est la correction qui a fait le bac. Et puis, lui donner une substitution plus agréable. Moi, je te jure, Alain, vraiment, avec Alain, Eric, pardon, avec la gracilaria, et je suis tombé amoureux de la gracilaria AI, de cette gracilaria. Avec la gracilaria, j'ai trouvé ma paix plein de petits problèmes dans les années, de tout, plein de trucs différents. La gracilaria, à la fin, était toujours la solution. Pense que la gracilaria, l'extrait sec, tu la sors de l'eau, tu l'homogénises, tu la sèches, tu l'homogénises, tu la mets dans un sachet, tu la remets dans l'eau, elle boit des métaux lourds, mais comme Jaja. C'est un des meilleurs, des molécules les plus intéressantes en biotechnologie pour l'assainissement de la ressource marine aujourd'hui, c'est tous les composants algales du carragénat, agar, alginate. Tous ces alginates, c'est des trucs qui boivent les métaux, qui adorent boire des métaux. Et c'est une façon très intelligente et très éco-compatible pour les enlever, genre des cours d'eau chargés ou des réserves d'eau. Donc, moi, honnêtement, excuse-moi, oui, je suis amoureux des copépodes, amoureux de la gracilaria. Alain, en français, c'est quoi la gracilaria? Gracilaria. Non, mais c'est le nom latin de l'âne, c'est Gracilaria. Après, tu as un nom de Gracilaria, genre, d'accord, 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 t'as une autre Oui, espèce, mais c'est un nom de genre. Gracilaria, c'est une algue rouge. d'accord. oui. Gracilaria AI, c'est celle qu'on adore. Elle est très robuste, très dure, carneuse, une pousse lente, mais pas très lente quand même. Assez énergique. S'il y a du nutrient, elle pousse mieux. S'il n'y a pas de nutriments, elle est capable de se mettre en une sorte de phase de où elle pousse, elle se fait son petit truc, mais vraiment très doucement, elle devient très épaisse. Quand il n'y a pas de nutriments, il y a beaucoup d'oligoéléments, elle devient très épaisse, très rouge, très dure. Même les poissons ne l'aiment plus trop la manger. Ils aiment bien quand il y a beaucoup de nitrates, beaucoup de phosphates. Elle fait des feuilles un peu plus larges, un peu plus souples, un peu plus claires. Mais par contre, elle est capable de s'adapter et même à des conditions d'illumination pratiquement nulles. Avec très peu d'illumination, elle arrive quand même à faire son métabolisme, à faire ses trucs. Et je l'adore, vraiment, honnêtement. De toutes les algues, on cultive beaucoup de macroalgues. Et de toutes les macroalgues qu'on cultive, la Gracilaria, c'est de loin ma préférée. En plus, elle est comestible. Donc, de temps en temps, on Alors, la mange. comment tu penses, Nicolas, là, on Oui, parlait d'Arbésia, là. Est-ce que tu as oui. essayé de cultiver des tridachas? Non, c'est quoi? Tridachat? Tridachat, c'est un nudibranche qui vit aux Caraïbes, qui les mange. Non, je connais pas. Tu connais J'adore. pas? Vas-y. Non. Parce que maintenant, bah, c'est vrai il y a moins d'arrivage des Caraïbes, Oui. euh, mais je te dis ça parce que j'ai un copain qui avait réussi à en avoir beaucoup dans son bac et une cliente qui en avait fait l'élevage. Et en fait, il y a un truc, si tu veux essayer à les reproduire, que je te dis, parce que je vois que tu es un Oui. fanat d'élevage, c'est que la Oui. tridacea, il lui faut énormément de lumière pour qu'elle ponde, parce qu'elle a Ah, des algues à l'intérieur de son corps. ok. Oui. Et Malik, qui avait un bac, avait eu une pompe naturelle dans son bac, il en avait mis parce qu'il avait un bac d'accro. Et lui, il avait un bac d'accro, justement, qui était blindé en lumière. Et il avait une pompe naturelle. Et quand j'ai la cliente qui m'a dit que, ah oui, moi,
j'ai remarqué qu'il fallait beaucoup les éclairer pour qu'elles pondent, et ben, ça a fait tilt parce que ça fait 2 personnes, tu vois. Donc, manifestement, c'est une bestiole, il faut l'éclairer, ça paraît bizarre, hein. Mais c'est pas bizarre parce qu'elle a des algues dans ses tissus, donc c'est normal. Oui, 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 Parce qu'elle récupère les chloroplastes des herbésias qu'elle bouffe, en fait, hein. oui, Et c'est oui. ça qui déclenche la ponte, en fait. Si tu les éclaires pas comme un bac d'accro à fond la caisse, t'auras jamais de reproduction. Ah, mais j'adore, Donc, c'est très bien. si tu as l'occasion un jour de tenter l'élevage, bah, écoute, c'est ça, tu me diras ce que t'en penses. Je croise les doigts et je vais me prendre, mais de toute façon, je vais revoir la vidéo et me prendre un appunto, une note pour aller chercher tout de suite cette nudibranche Non, c'est clair, partout. parce que moi, j'ai fait beaucoup d'élevage et souvent, tu as un petit détail qui tue, quoi, que Oui, tu t'en tiens oui, pas compte, en fait, ça va foirer parce qu'en fait, c'est le truc qui manquait pour oui. que tout se passe. Et c'est vrai que des Euh, fois, Là, faut pas se faire. il y a une question. Comment réduire le taux de phosphore? Taux de phosphore, on peut le réduire en dosant, par exemple, des nitrates, en augmentant les nitrates, parce qu'il y a beaucoup de bactéries alimentées au carbone qui peuvent prélever du phosphore, en faire de la biomasse et se faire écumer, mais ils ont besoin d'un peu de nitrate présent. Donc, un peu de nitrate présent dans le bac et un léger dosage de carbone, et déjà ça aide. Après, il y a les GFO, figure, c'est le truc le Les plus résines, simple, ouais. oui, mais ça, c'est un truc juste pour la phase critique acuta, pour la phase aiguë, mais pas pour le maintenance. Enfin, tu vois, il y a plein de routes différentes. L'important, c'est d'arriver à son but, être content de sa courir. Mais nous, on n'aime pas trop utiliser des absorbants en continuation. Et sinon, oui, la pousse des algues. La pousse des algues. Donc, doser un peu de nitrate, mais pas doser du nitrate. Excusez-moi, parce que ça va passer Non, ça. c'est de Un l'ammoniac, truc c'est pas des nitrates. Oui, non, mais même pas, hein. Les Mettre un peu bactéries, elles plus de utilisent l'ammoniac, poisson. pas trop les nitrates. Enfin, à part, Oui, j'aurais dit proprio, ne rien doser, mettre un peu plus de poisson, rééquilibrer sa population, nourrir un peu plus le bac, oui, à base d'azote, donc à base de trucs, de protéines animales. Ouais, Et, Nicolas, quelle variété de Gracilaria pour le refuge? moi, j'adore l'ail, mais après, il y en a vraiment, vraiment, vraiment des centaines d'espèces. Moi, j'aime bien l'ail parce qu'elle est très bien balancée en vitesse de pousse, en guerre chimique. Il y a beaucoup d'algues qui font beaucoup de guerre chimique. Donc, dans les bacs full espèces, ça peut poser problème. Il y a la colère palabrachypus, la toute petite, qui semble une prolifère, mais toute petite. Elle en produit des tonnes. En plus, ça dépend toujours, hein, selon les conditions ambientales, selon ce qui se passe. Mais bon, Gracilaria, moi, j'adore l'ail. Mais La voilà, parce ail. que Comment ça s'écrit? Haïi. Hayyii. Voilà, Haï. Sébastien. Ça, je l'aime beaucoup, elle. Elle a une bonne pousse, pas trop agressive, elle produit pas trop de molécules, elle fait un peu la guerre chimique, mais pas trop. Elle absorbe beaucoup d'oligo-éléments. Et chez nous, c'est souvent un problème, les oligo-éléments. Je ne sais pas si en France c'est le même, mais chez nous, souvent. Ouais. Là, il y Mm. a Alain Dudé qui dit qu'il a pas le nudibranche. Hein. Faudra que tu trouves. Ah, ça aurait été. Je lui aurais demandé, hein, il a eu vraiment. Il, il me connaît déjà. Je lui ai demandé, mais tu sais pas où je pourrais m'en procurer des unidibranches. Chez nous, il n'y en a pas. Ouais, Caraïbes, chez nous, c'est fini. Ça en fait ah bah, plus. du coup, si Alain Dudet est là, est-ce qu'il a déjà reproduit cette bestiole, du coup, alors non? Pour- Ça m'étonnerait pas en Parce qu'il connaissant il produit un peu minimum. tout, lui. Il a Là, bien lu. il y a Xavier qui dit, Xavier Assemat, faudra qu'on Mhm. fasse un live tout, avec Xavier, Nicolas, un de ces jours. Oui, Euh, j'aimerais beaucoup. ouais, pour réduire les phosphates, mettre des aliments avec un fort ratio de protéines qui vont Oui, plus booster les nitrates que les phosphates, c'est-à-dire parfait. du congelé type Mysis, krill, voire artémia. Parfait, exceptionnel. Exceptionnel, parfait, exact. Parfait, impeccable. Oui. Voilà. ATS, Refugium aussi, ça peut aider, mais voilà, c'est des trucs qui ont besoin quand même d'un peu d'azote pour tirer les phosphates. Oui. Ok. Je regarde s'il y a des questions. T'as fini la présentation là, Nicolas, toi? Et je sais pas. Ah, une dernière chose, excuse-moi. Un petit truc pour les phosphates. Même le dosage de carbonate, le bon vieux Kalkwasser, je ne sais pas si vous l'utilisez encore. Ouais, 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 ouais. Ouais, super, super. C'est l'eau de chaud, quoi.
Oui, l'autre Ouais, chose, ouais. super. Même un bon dosage de calbasser peut aider. Calbasser dans un perle, et après tu enlèves le précipité. Le précipité, il adore se lier au phosphate et au métaux lourds. Ah ben, ok. Et bon, ça Ah, c'est un de nos bacs. Quoi? ouais, il y a aussi une autre solution qui est peut-être un peu moins efficace que l'autre chose quand même, parce que ça devient tout blanc, c'est un peu casse-pied, mais qui marche. C'est qu'à un moment, les Allemands, ils vendaient un truc qui s'appelait du Riff Snow. Alors, pas le Riff Snow qui était une nourriture, hein, colloïdale, Oui, mais le Riff Snow, oui, en fait, c'est des microparticules de calcaire, et en fait, c'est tout simplement de la poudre de coccolite. oui. Mais Et tu ça, sais, comme Alain, c'est très poreux, ça peut absorber aussi avec c'est du calcium, c'est du oui, carbonate de calcium. Ça peut retirer un oui, petit peu de phosphate aussi. oui. Cioè, le Et ça peut résolve, jouer le ce rôle de truc. charbon actif aussi, hein, ça peut retirer des trucs colorants. Oui, Ça joue aussi un peu le Ouais, rôle du ouais. charbon actif en même. Hmm. oui, Nicolas, où est-ce qu'on peut la oui. trouver, ton algue, la haille? On la trouve, Et tu l'en vends, toi? oui, mais nous, en France, T'en as envoyé chez Récif Atome, non? ils m'en ont pas demandé. Donc, Bon, bah, Boris, si tu nous regardes, ouais, bah, je vais dire, là, Boris, il est en train de plonger aux Caraïbes. oui, Quand, oui, quand il va rentrer, je vais lui dire de t'en commander. Comme ça, les gens pourront s'en oui. procurer. Hein. Mais je pense que Boris, quelques macroalgues rouges, il a. Peut-être qu'il n'a pas vraiment l'ail, mais il doit avoir la dourdile, il doit D'accord. avoir des autres. Ok. Autrement, il y a Alain qui a dit, Oui. il a des amis qui ont fait la reproduction là, du nudibranche, et le problème à Oui. la fin, c'était de cultiver la dervésia. Ah ouais, d'accord. Je- Ah bah oui, parce que effectivement, c'est vorace, hein. J'allais le dire avant, parce que nous, là, on est en train de faire de la bergia. Mais j'ai dû aller acheter des aiptasia. Cioè, il y en a de partout, j'en ai pris de partout, mais en Italie, j'ai dû devenir fou pour me faire vendre des aiptasia. Parce que c'est un peu une honte pour un magasin. Si tu lui demandes, est-ce que tu as des aiptasia? Déjà, ils se sont, Ça oh, te regarde en pourquoi travers. tu me demandes ça? Mais non, mais c'est juste, excuse-moi, je voulais pas dire de, c'est juste parce que je m'en servais un peu. Et Ah, oui, oui, à la fin, le problème, c'est ça. C'est élever le truc qu'elle bouffe. Ouais. ouais. Et ce que tu sais pas, c'est qu'en France, je connaissais un magasin, c'est une jardinerie, hein, qui vendait les heptasias, des grosses. Ils Wow. trouvaient ça joli. Je te jure, ils vendaient ça 50 euros pièce. Ah, comme si c'était un corail, un Ouais, animal. comme si Ah, c'était un corail. Je te jure, c'est vrai, hein, c'est Est-ce dans qu'il y une a, jardinerie. est-ce qu'il y a quelque chose qui mange les Maggiano? ah, ben, sûrement, il va y avoir une unibranche ultra spécialisée, mais non, je suis On l'a pas ignorant en trouvé matière. encore. Je connais pas, je connais pas, je connais pas. Par contre, il y a des façons chimiques pour tuer ces sales bêtes, mais je vais pas en parler parce que Ouais, tiens, dans le fond, Boris, là, comme il plonge là-bas à Perpète, en plongée, il a qu'à ramasser des nudibranches, non? et nous emporter un peu. Voilà. Euh, dis donc, j'ai pas vu le temps passer, ça fait 2 heures qu'on parle, Nicolas, c'est incroyable, Waouh. incroyable. Euh, Moi, j'ai fini, oui, j'avais fini, oui, heureusement. est-ce que vous avez des questions? Alain est toujours fidèle au poste. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô, allô? Non, mais j'envie les talents de conteur et de conférencier de Nicolas quand même. Je suis impressionné là. Ah ouais, non. Franchement, tu vois pas le temps passer et c'est Non, exceptionnel, quoi. non, ouais. Je veux dire, c'est Par, exceptionnel. par Excep- contre, si je dois vous admettre que ça me stresse énormément et que une fois fini la live, je vais la revoir. L'autre fois aussi, je l'ai toute revue immédiatement 2 fois. Je me suis couché à 3h30 du mat. Et alors, Super anxieux. t'as Ouais. aimé? Hey, j'étais très anxieux. Oui, à la fin, ça s'est bien passé. Je suis content. Mais je me fais plein. Je suis très anxieux comme personne. Et si Ouais. tout n'est pas parfait, même j'ai dit un mot, là, je vais la regarder à nouveau. Je vais trouver plein de petites erreurs, de petits mots comme ça. Et je vais, ah, ça va m'agacer. Je vais en devenir fou. Ça. Pour faire une live, normalement, je me stresse 2, 3 jours avant. Je commence déjà à stresser. Donc après, ça se passe bien, heureusement, parce que je suis un bouffon. Mais bon. Ouais, non, moi je me regarde jamais en fait. J'ai tort parce que j'oublie tout ce qu'on dit en fait. Donc je suis obligé de recommencer chaque fois.
les cyanos, les dinos, les machins. Parce que comme je me regarde jamais, j'oublie. Donc tu refais des lives pour qu'on te rappelle, en fait, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut... Ah oui, tiens, Nicolas, est-ce qu'on peut amener une diversité planctonique par des changements d'eau avec de l'eau naturelle, de l'eau de mer? Faites gaffe, les gars, hein, faites gaffe, parce que en ce moment, en Italie, on en parle beaucoup. Et c'est un instant de se porter du Vibrio, Harvey, Vulnificus, Romanas, Piscicola dans le bac. Donc oui, absolument oui. On peut ramener de la biodiversité bactérienne très intéressant. Però c'est quand même, il faut bien choisir l'endroit, bien choisir le moment du prélèvement, jamais en été, jamais au printemps, et jamais après des forts mouvements de mer. Et quand même, faites gaffe à réintroduire des organismes, du matériel biologique par la mer Méditerranée, parce qu'on a eu deux focolai, comme on appelle, deux fois en Italie où ça s'est passé très mal et là c'est en train de recommencer avec une bactérie d'aquaculture portée dans les bacs et ça fait des bandes de sang. C'est des bactéries qui sont résistantes à tout, parce qu'elles ont bouffé pendant des années des antibiotiques, elles ont des antibiotiques résistance à des combinés hyper modernes et c'est des trucs que quand même il y en a qui peuvent tranquillement faire du mal même à l'homme, mais ok, l'homme, tu vas pas, chez limite, tu as une blessure, ça peut s'infecter comme ça. Enfin, pour un homme, il n'y a pas de problème. On a des combinaisons d'antibiotiques. Si ça marche pas, hein, ils essayent. Mais pour le bac, c'est un instant de ne plus pouvoir jamais mettre un poisson avant de faire vide sanitaire. Ah ouais, Puisque ici, ça s'est passé. Ah, ici, ça s'est passé. ah ouais. J'ai vu une bonne dizaine de bacs de se devoir obligé à faire des vides sanitaires. Vide sanitaire, c'est vraiment tout. Et javelisé, et puis sec, et puis tu repars. Mais tout. Tu as 3, 4 mois, 5 mois son poisson, tu le remets, ça repart. 3, 4 mois, 5 mois, tu le remets, ça repart. De toutes sortes, UV en constant, ozone en constant. Donc, faites gaffe au prélèvement de la mer. C'est très bénéfique, ça aide beaucoup, ça va apporter des trucs super intéressants, mais ça peut être, Très, si très, vous très avez des dangereux. éléments D'accord. très dangereux, oui. Est-ce que les Donc, différentes bactéries présentes dans le kit Equilibrium peuvent être mises en même temps ou sur plusieurs jours? elles peuvent être mises même en même temps, mais je déconseillerais de prendre le calendrier, de prendre les quatre souches et de les doser toutes le lundi. Non, l'objectif, c'est de faire des dosages. Ce que je conseille, c'est suivez le calendrier. Vous le suivez un peu. Une fois que le bac est bien stable et tout, et vous avez appris à gérer les bactéries, vous savez qui est plus efficace, dans quelles conditions, comme ça, vous commencez le deuxième, même que à l'occurrence. Donc, je comprends que ça peut être euh, fastidieux chaque semaine de faire deux, trois dosages. Mais ça, c'est juste au début. On suit le calendrier, on rééquilibre un peu le système. Une fois que les souches ont bien pris, elles ont bien colonisé, on peut y aller vraiment même tout doucement. Et alors, dans ce cas même, oui. Dans ce cas même, oui, il y a des personnes que ça les embête. Une fois par mois, ils ouvrent quatre capsules et c'est bon. Donc, ça dépend toujours du système. Ce que je conseille, c'est de commencer avec les calendriers. On choisira. Une fois que le bac est établi, on peut commencer à y jouer. D'accord. Et même arriver à les doser juste quand tu sais que tu as par exemple, là, il y a 2 jours, on a eu un blackout de 9 heures. Et à la fin du blackout, moi, j'ai tout remis à max et j'ai fait un bon dosage de bactéries bien généreux pour garantir tout l'excès de nutriments. En 8 heures, 9 heures, il y a dû y en avoir dans les substrats mous, il y a dû y avoir de la souffrance. Donc, dans ces cas-là, tu as le thermomètre qui s'éteint, un poisson qui est mort, une pathologie, le système ne tourne pas bien, tu en doses un bon coup, mais sinon, donc, au début, je conseille d'utiliser le calendrier. Ok. Au moins au début, juste pour apprendre, oui. Il y a Loïc, ton ami Loïc Cordet, il te propose un deal. Il a beaucoup d'Aptasia dans son bac, donc il voudrait Oh, échanger des Aptasia contre des Bergia. absolument, Loïc. C'est déjà fait. De moi, écris-moi sur WhatsApp et je t'envoie quelques bergia et tu m'envoies quelques heptasia. Si tu veux, je t'envoie les bergia et des roches propres. Comme ça, tu perds pas de roches dans ton bac. Ok. Superbe. Superbe. S'il y a des bergia, quelqu'un a des heptasia veut m'en donner,
ça nous servirait. Ok. Bon, bah écoute, je pense que ça a plu à tout le monde. Les commentaires sont élogieux. Ah, Donc, je suis content. une nouvelle Merci. fois, vraiment, merci, Nicolas. Merci, merci, merci. Alain, Merci à vous. Alain, il s'endort, Ouais, le ouais, non. pépère, là. Mais, Non, non, je m'entends pas du tout. Non, je pensais à un truc. Bon, je vais arrêter une dernière question pour Nicolas. ouais. Euh, Oui. je veux savoir si tu penses que tes bactéries, là, ça serait pas intéressant de, par exemple, de les mettre dans un litre d'eau, par exemple, avec des cocoïdes, une poudre de calcaire, tu vois, de mettre un peu de jus d'écumeur pour les faire proliférer, et puis après de balancer dans le bac pour Mais avoir un effet épurateur important, et puis après que l'excédent soit récupéré par l'écumeur s'il y en a trop, quoi. Mais alors, absolument oui, Alain, je t'adore. Tu m'envoies l'adresse et je vais t'envoyer tout de suite un peu de matériel. Comme ça, tu pourras faire un peu d'expérience. J'adore. Oui, c'est un truc qu'on fait. Même avant, tu as parlé du snow. L'idée du Resolve, c'est un peu ça. Le fond, c'est un peu ça. Et nous, on l'utilise des fois aussi pour véhiculer des bactéries mieux partout. Même des fois pour véhiculer de l'aliment, de la bouffe, des aliments. Mais pour les bactéries en particulier, la chose de l'écumeur, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que dans chacune des différentes capsules, selon les souches, on a déjà mis des nutriments spécifiques à relâche rapide et à long relâche et à long session. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et donc, Ouais. quand on conseille aux personnes qui vont les potentier, on leur dit simplement de prendre un verre d'eau de l'aquarium, les ouvrir dedans, les mettre dans l'aquarium où à 26, 27 degrés, 28, de les mettre dans une bonne température pour une nuit, même deux s'ils veulent, et le jour après de les mettre. Sûrement, le faire avec un écumeur comme ça pousse fort, sûrement. Ça serait très intéressant. La raison pour laquelle on ne le conseille pas et que nous, on a déjà mis des sources dedans, c'est parce qu'on Oui, a d'accord. on a toujours eu peur que les bactéries, par exemple, ces bactéries, on les a développées aussi dans la même période où il y avait trop de chaos sur les bactéries en Italie. Ce qu'on s'est dit, c'est l'écumeur, écume, c'est filamenteux, formeur de biofilms épais. Sinon, on incite à réutiliser la nourriture. Donc, on pourrait mettre des souches de ces bactéries filamenteuses qui, quand même, sont très agressifs. Donc, les nôtres, un peu, gagnent par le nombre, mais pas par l'agressivité. Ils sont forts, mais ils ne sont pas agressifs comme les filamenteux formateurs de biofilms. C'est en plus des souches ingénierisées pour être utilisées dans l'épuration industrielle civile. Donc, ils produisent une tonne de glycanes, une tonne de ces gélatines-là. Donc, c'est pour ça qu'on on a eu peur et les fois où on a essayé, on a fait avec de la bouffe. Mais absolument oui, j'adore. C'est exactement ça le but. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on disait, les gars, vous pouvez tranquillement prendre la moitié de la capsule et la faire devenir 10 capsules si vous le cultivez un tout petit peu. Dans les conditions de l'aquarium, avec l'eau de l'aquarium, dans les meilleures conditions, en température un peu plus haute, et puis vous le balancez dedans, c'est encore plus strong. Ok. Oui, oui, en tout cas, oui. Bon, autrement, Loïc, il t'apporte des Aptasia à Aquario Italia. Oui, ok, super. Non, non, ne me les porte pas en poire, je ne sais pas après où les mettre. On va se faire une expédition de paquets. Tu m'expédies un paquet, je t'en expédie un. Donc, demain, écris-moi, Loïc. Ok. Nicolas, merci beaucoup. Gars, Alain, merci à vous. Alain, merci. Ouais, de rien. J'espère que ça Merci, t'a plu, Alain. Alain. Je pense que tous les Ah deux, ouais, mais non, non, mais je te dis, là, je suis très content. tous les deux, Et en vous plus, c'est entendez pas sympa, mal, donc hein. non, Bah, Oui, oui. pour une fois, Alain a quelqu'un qui peut lui répondre. Voilà. non, non, mais non, c'est pas ça. C'est en plus, il est passionné. Moi, ça me fait plaisir de voir Ben ouais, donc c'est génial. Oui, Euh, j'adore. donc Je si vais te faire plein de questions un jour, Alain. Hein. C'est Ah, pas bah moi vas-y, qui vais c'est te quasiment. répondre. On va se répondre. On va se faire plein de Ok. Bah non, questions. mais pas trop. Donc Tu m'envoies un je message. vais faire mon possible pour mettre la vidéo sur YouTube ce soir. Et puis Ok. ben merci, Je merci, suis même sur merci. WhatsApp, hein, si tu veux m'envoyer des messages sur Et, WhatsApp, c'est possible. Vas-y, on va s'échanger. bah, à bientôt quoi. Voilà. Merci à vous. Merci à Eh vous. ben, Merci ciao, beaucoup. ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. 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 Salut. Salut.